malgré la, comment dirais-je, la distorsion sur les jours des conférences, hein, aujourd'hui c'est un mercredi parce que Georges Gaston n'était pas disponible un autre jour, et il nous a fait quand même l'amitié de venir, et l'honneur de venir, et donc nous l'en remercions. Alors avant de vous le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai les annonces rituelles à faire. Alors d'abord la prochaine conférence qui se tiendra, elle, un jeudi, hein, le 17 octobre, intitulée « Les luttes de Courbet ». Courbet, c'est un peintre, mais c'est aussi un militant progressiste, et qui a pris des initiatives pendant la Commune de Paris, que la bourgeoisie lui fera payer très cher. Et le 7 novembre, le rythme se précipite, la Méditerranée est-elle une mer morte par le professeur André Jourdan, qui est déjà venu nous faire des conférences ici. Et le 4 ou le 5 novembre, je ne suis pas en mesure de vous en dire beaucoup plus parce que j'ai découvert ça il y a quelques minutes, une action est prévue avec notre ami Ernest Pignon-Ernest. Autre chose aussi, vous savez qu'il y a une librairie, hein, avec différents bouquins que nous proposons à la vente dans notre maison d'édition, mais aussi des livres de Georges Gaston, hein, qui se fera un plaisir de vous dédicacer tout à l'heure, à la fin de la conférence. Enfin, dernière consigne, disons, à ras de terre, hein, concernant les portables, je ne dis pas plus, je fais confiance à votre sens de l'initiative, et aussi comme d'habitude, l'appel à votre générosité, dans la mesure où vous savez que nous devons payer un vigile, que ça grève lourdement notre budget. Alors, si par hasard vous passez devant une petite caisse avec des billets qui flottent, vous pouvez faire en sorte qu'ils ne se sentent pas trop seuls. Pour le reste, Georges Gaston, c'est le régional de l'État, puisqu'il est originaire de Cap-Tail. Il a fait ses études soit à Cap-Tail, soit à Nice, au Parc Impérial, à Masséna, en prépa. Et à la fac de lettres, il a même eu comme élève notre cher ami André Tauzel. Comme professeur. Oui. Bien. Ça commence bien, encore 15 lignes. Il a été professeur agrégé et il a enseigné notamment au lycée Condorcet de Lens en classe préparatoire. Il est enseignant, mais aussi même militant syndical, hein, au SNES, et militant politique. Il est dirigeant d'ailleurs du parti de la Renaissance communiste. Et auteur enfin de nombreux ouvrages théoriques, donc de philosophie, donc certains sont présents ici. Si vous voulez en savoir plus, tapez Wikipédia tapez Georges Gaston sur Wikipédia, vous aurez la liste de tous ces bouquins. Alors, donc, c'est pas vraiment un militant de salon, hein, c'est quelqu'un d'engagé dans la vie active et la vie politique, et qui est porteur d'une philosophie marxiste et dialectique. Alors aujourd'hui, il traitera de patriotisme et internationalisme. Alors, patriotisme et non pas nationalisme, comme je l'ai fait écrire par erreur. Non, c'est mea culpa, hein, c'est moi qui me suis bourré, et bien sûr, il y a une chaîne. Alors, patriotisme, parce que, comme il vous l'expliquera lui-même d'ailleurs, autant le patriotisme est délectable, autant le nationalisme est haïssable. Hein. C'est un peu comme si j'avais confondu Ho Chi Minh et Le Pen. Ah oui. Hein. Alors, c'est dans cet esprit aussi d'ailleurs alors oui, vous l'avez compris, pour lui, hein, les luttes sociales et l'identité nationale vont de pair. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Bah, c'était un peu, si vous voulez, le point d'orgue de la Révolution française, hein, les droits de l'homme, l'abolition des privilèges et aussi la défense de la patrie. Et ces valeurs ne sont pas du tout incompatibles avec un internationalisme qui n'a rien à voir avec celui qu'on nous prêche au sein de l'Union européenne. Alors c'est dans cet état d'esprit aussi qu'il est un dirigeant président du Courriel, hein, une association qui promeut et défend le français contre l'anglomanie ambiante. Je pense que tout un chacun ici a été ulcéré de voir I Love Nice à Roma Capé. Hein. Moi personnellement, ça c'est pas passé. Et d'ailleurs, on va y réfléchir dans nos instances pour voir un petit peu si on ne pouvait pas organiser une conférence à ce sujet. Enfin, pour terminer, même si notre cher André Tauzel n'était pas entièrement d'accord avec les thèses développées par Georges Gaston, il n'en demeure pas moins qu'il le tenait en très haute estime. Bonne conférence. Alors, merci beaucoup pour cette excellente présentation. À la limite, il a tout dit et je peux m'en aller tout de suite. Mais je vais quand même essayer de développer un petit peu, ne serait-ce que pour justifier vos frais de transport.
Donc, effectivement, je suis un régional de l'État, puisque j'ai adhéré au Parti communiste français à Beau-Soleil, à une époque où il y avait ce qu'on appelait encore la ceinture rouge de Monaco. Voilà. Je ne sais pas, vous entendez bien? Ah, alors peut-être comme ça c'est mieux. Bien. Alors effectivement, je crois qu'il est important ici de bien réfléchir à cette notion de patriotisme et à celle d'internationalisme, et de le faire dans des termes très différents de ceux qu'on nous propose ordinairement. Il est tout à fait clair que, si vous voulez, la doxa, l'idéologie dominante, oppose sans cesse ces deux notions et fait comme si elles étaient totalement incompatibles, comme s'il fallait nécessairement choisir d'être patriote ou d'être internationaliste, et comme si les deux donc étaient antagoniques. Ce que je vais tenter de montrer, c'est qu'il n'en est rien, à condition, bien entendu, d'approcher ces deux notions sur des bases qui soient véritablement... Il le monte, mais il ne faut pas être près du micro. Ah, il ne faut pas être... Pour le monter. D'accord, d'accord, parfait. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah voilà, très bien. Oui, je m'entends moi-même avec ravissement. Voilà, donc effectivement, ici, à condition bien sûr d'approcher ces deux notions de patriotisme et d'internationalisme sur des bases qui soient progressistes, qui soient elles-mêmes des bases internationalistes. Je vais montrer d'ailleurs qu'il faut penser le patriotisme du point de vue de l'internationalisme et non pas l'inverse. Que le patriotisme est lui-même une projection de l'internationalisme bien compris, si l'on peut dire. Et je mettrai tout simplement cette petite conférence sous l'égide d'une phrase de Jean Jaurès que vous connaissez peut-être déjà. Jean Jaurès qui disait qu'un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, que beaucoup d'internationalisme en rapproche. Et deuxième phrase qui est beaucoup plus engageante encore, parce qu'elle nous fait obligation non pas simplement de penser en termes de valeurs, mais en termes de prise de position, y compris de prise de position politique pour notre époque, lorsqu'il disait que l'émancipation nationale est la clé, est le socle de l'émancipation sociale. Ce qui donne à réfléchir, notamment par rapport aux engagements, à mes yeux délétères, de la France dans l'Union européenne, dans l'OTAN et dans différentes institutions supranationales qui, en aliénant sa souveraineté, détruisent également les capacités du peuple français de s'émanciper socialement. Les deux choses sont étroitement unies et il est heureux que nous puissions en parler. Comment pourrais-je ne pas le nommer? Place Garibaldi, avec ce qu'a signifié Garibaldi, à savoir comme patriotisme, puisque c'est quand même le père de l'indépendance et de l'unité italienne, et par ailleurs évidemment un mouvement militant internationaliste qui a combattu aux quatre coins de la terre pour porter les idéaux de progrès, qui a même été élu, je ne sais pas si vous le savez, député à l'époque de la Commune de Paris, même si en réalité Thiers et compagnie ne l'ont pas laissé siéger. Mais à l'époque, un Italien, mais il est vrai qu'il était né à Nice et que par conséquent, il était juste à la frontière, forcément, vous savez un peu quels ont été les démêlés ici entre la France et l'Italie à ce sujet, pouvait aussi être député français. C'était le peuple français qui choisissait ses représentants, quels qu'ils soient, en quelque sorte. Bien, alors après cette petite entrée en matière, je voudrais effectivement d'abord situer dans l'actualité ce débat sur patriotisme et internationalisme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un débat majeur de notre temps. Et je vais montrer qu'il concerne à la fois la France, l'Europe et le monde. Et que donc ce débat, en quelque sorte, est, comme on dit aujourd'hui, transversal. En France, on se plaît à opposer les défenseurs de la nation, qui sont souvent présentés comme proches de Marion Le Pen, Marion Maréchal, pardon, maintenant on dit, enfin Maréchal ou Le Pen, vous avouerez que les deux ont une certaine assonance historique. Et de notre côté, en face, eh bien, nous aurions les véritables internationalistes, les progressistes. Vous savez que Emmanuel Macron lui-même ne cesse de dire qu'il y a deux camps, bon, les affreux souverainistes. Alors, toute cette palette de mots marqués d'une façon très sombre, souverainisme, nationalisme, indépendantisme, c'est le mot que choisit plutôt Jean-Luc Mélenchon, indépendantisme français, ou patriotisme lui-même. Et de l'autre, effectivement, alors le camp du bien, donc l'internationalisme, l'européisme, le mondialisme, l'atlantisme, la communauté internationale, comme on dit quand il s'agit de préparer quelque part une guerre impérialiste ou néocoloniale.
Le droit d'ingérence aussi, puisque s'il n'y a plus de nation, eh bien, pourquoi se gêner? Les grandes puissances peuvent intervenir n'importe où, et à ce moment-là, présenter toujours leurs interventions comme étant justifiées par le droit, par la civilisation. Au XIXe siècle, on aurait parlé, au XVIe, on aurait parlé de mission chrétienne, au XIXe, de mission civilisatrice de la France ou de je ne sais quel autre pays. Aujourd'hui, ce sont les droits de l'homme qui marchent le mieux, si l'on peut dire, sur le marché des ingérences néocoloniales, en quelque sorte. Donc nous sommes devant cette espèce d'alternative qui, je vais le montrer, est une fausse alternative, est un piège, en réalité. En France, donc, c'est Macron ou Le Pen, on a déjà eu ça il y a peu de temps, hein, vous vous rappelez quand même de 2017, et tout est fait par les deux personnes que je viens de citer pour qu'il en soit de même pour le prochain quinquennat, et que ça se termine là aussi par un certain débat qui ressemblera beaucoup, vraisemblablement, au précédent, autrement dit, pour que toute alternative populaire soit en quelque sorte préemptée, bloquée par ce tête-à-tête stérile entre ce que j'appellerais la fausse patriote et le faux internationaliste. Nous vivons l'époque de la contrebande, l'époque des contrefaçons, hein, d'une certaine façon. À l'échelle européenne, on a affaire, en fait, à la même mise en scène, à la même dramaturgie politique. On a le camp du bien, donc autour d'Angela Merkel, qui est une grande internationaliste, comme chacun le sait, qui veut faire en sorte d'accueillir tous les migrants de la Terre en Allemagne, et ainsi de suite, dit-elle, hein, disait-elle au départ. On voit que depuis, d'ailleurs, les choses ont été sérieusement bémolisées, si je puis dire, par la CDU et par les personnes qui montent en puissance derrière Angela Merkel. Et puis en face, on a le camp du mal, les souverainistes, donc Salvini en Italie, Orban en Hongrie, Kaczynski en Pologne, Le Pen chez nous, etc., etc. Et donc on est obligé, en quelque sorte, de faire son marché entre ces deux offres politiques qui sont tout à fait catastrophiques l'une et l'autre, si l'on se place, comme je vais tenter de le faire, du point de vue des classes populaires, du point de vue des classes moyennes aussi, parce que les classes populaires et les classes moyennes aujourd'hui, ça se touche de plus en plus, et ce ne sont pas les classes populaires qui deviennent moyennes, contrairement à ce qu'on nous a bassiné pendant des années, pendant des dizaines d'années, c'est plutôt les couches moyennes qui, je vais employer un gros mot, se prolétarisent. Donc je vais tenter effectivement ici de le montrer. Alors d'abord, il faut bien montrer que ces protagonistes, là, les faux internationalistes et les pseudo-patriotes, ces deux camps, en quelque sorte, en définitive, n'en font qu'un. D'abord, quand on regarde les choses d'un peu près, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui les unit d'une façon absolument indiscutable, c'est la défense du capitalisme. C'est la défense du système basé sur la propriété privée des grands moyens de production, en particulier. C'est l'anticommunisme aussi. Bon, ici, on n'a pas nécessaire d'être communiste pour comprendre que le mot anticommunisme désigne quelque chose qui, historiquement parlant, n'a pas toujours été si sympathique que ça. Et donc, récemment, le Parlement européen a voté une motion qui met sur le même plan l'Union soviétique et le Troisième Reich, ce qui est quand même un peu fort de café, quand on sait que l'Union soviétique a perdu 30 millions des siens pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est de loin les plus grosses pertes de cette guerre, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est principalement sur le front de l'Est que la Wehrmacht, qui avait l'essentiel de ses bataillons là-bas, de ses divisions, a été vaincue, et que, bon, on ne peut pas, que je sache, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire par ailleurs, ça c'est une autre question, hein, à ce qui s'est passé à l'Union soviétique à tel ou tel moment, mais on ne peut pas mettre dans le même sac je suis fils de résistant, et j'ajoute je suis communiste, mais je suis fils de résistant gaulliste. Donc vous voyez que de ce côté-là, je parle de façon assez œcuménique, si vous voulez. Mais jamais mon père, qui était gaulliste, n'aurait mis dans le même sac l'Union soviétique et le Troisième Reich, soyons sérieux. Et là, effectivement, cette motion qui a été votée par le Parlement européen, et qui peut conduire demain à diaboliser ou à criminaliser, par exemple, l'usage de la faucille et du marteau, ou des t-shirts Che Guevara, ou je ne sais trop quoi, dans toute l'Union européenne, cette motion, elle a été votée comme un seul homme par les députés LaREM et par les députés du Rassemblement national. Donc, si vous voulez, déjà, de ce point de vue-là, on peut constater qu'il y a beaucoup plus de convergence qu'on ne pourrait croire. Hein. Et puis, sur le fond même, sur les questions de la nation et de l'internationalisme. Étranges internationalistes, du côté de Merkel ou du côté de Macron,
qui se comporte comme il se comporte à l'égard des travailleurs immigrés, à l'égard des migrants, et à l'égard, d'une façon générale, de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient constater que les immigrés, les travailleurs immigrés en tant que tels, peuvent apporter quelque chose de positif dans le pays où ils sont. Regardez ce qui se passe. Hein. Bon, si par exemple, prochainement, nous allons avoir droit au Parlement à un débat sur l'immigration, tout le monde, tous les observateurs disent bien que c'est parce que Emmanuel Macron, à l'approche des municipales, veut aller pêcher des voix sur le terrain du Front National. Et donc ça ne les gêne pas d'aller sur ce terrain-là. Et au-delà des discours, il faut regarder les actes policiers. Il faut regarder ce qui se passe concrètement avec le traitement indigne des migrants. Moi, je viens du Pas-de-Calais, même si mon accent est d'ici. Je n'ai pas pu le perdre totalement en étant là-haut. Et donc, vous voyez journellement ce qui se passe à Calais, hein, qui n'est pas à l'honneur de la France, je dirais. Alors, donc, d'un certain côté, nous avons ces pseudo-internationalistes qui, en réalité, se comportent comme de parfaits xénophobes dès lors qu'ils y voient un intérêt politique immédiat. Et puis, de notre côté, en face, eh bien, vous avez des gens comme Marion Le Pen, comme Marine, hein, qui, d'une manière ou d'une autre, effectivement, se réclament de la France sur tous les tons, se réclament de la nation sur tous les tons, mais qui, par exemple, ont brutalement reculé lorsque, entre les deux tours des présidentielles précédentes, il a été question de maintenir ou pas une position claire sur la question de l'éventuelle sortie de l'euro. Le Front National n'était pas clair là-dessus, mais bon, disons qu'il taquinait le goujon, en quelque sorte. Il essayait de gagner sur tous les terrains, quoi, et donc de dire qu'il peut-être qu'il fallait sortir de l'euro, et peut-être que non. Mais bon, il se trouve que, en gros, toute la partie grand-bourgeoise, oligarchique, aristocratique du FN a tapé du poing sur la table en disant on ne joue pas avec ça, c'est sacré. Hein, et que donc on a appris au dernier moment que, bon, ne serait-ce que pour sauver l'unité de son parti, Marine Le Pen était amenée à dire que, bon, là, on ne sortirait pas de l'euro, on ne mettrait pas en cause l'appartenance de la France à l'Union européenne. Très bien, vive Jésus, tout le monde est content. On va donc parler, pour assaisonner un peu les choses, d'une Europe des nations, d'une Europe des patries, etc. Mais au fond, on ne va pas affronter le sujet central, qui est la question de savoir si l'indépendance nationale est possible dans le cadre des traités européens, alors que la politique économique et sociale, qui est la base de la politique de tout pays, est prescrite par les traités européens et qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Donc la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple, dans ces conditions-là, ne sont plus que des fictions. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de croisement qui s'opère. D'un côté, vous avez des internationalistes qui, en réalité, quand il le faut, jouent sur la xénophobie, en de plus. Et puis vous avez aussi des patriotes, entre guillemets, qui, lorsqu'il faut, passez-moi l'expression, au fond, comment dire, j'allais dire baisser la culotte. Donc, devant l'Union européenne, le font. Parce que quand la classe dominante a parlé, il n'y a pas de patriotisme qui tienne, c'est le tiroir-caisse, c'est finalement les intérêts financiers qui l'emportent sur toute autre chose. Le capital n'a pas de patrie, dirais-je, pour reprendre à l'envers un mot de Marx qui disait, dans certaines conditions, les prolétaires n'ont pas de patrie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors vous voyez, donc il y a ici une espèce de confluence en réalité. Confluence aussi, et surtout, pour empêcher toute alternative progressiste qui soit en même temps internationaliste et patriote. Alors d'abord, pour montrer avant toute analyse conceptuelle que qu'il existe une possibilité d'être à la fois patriote et internationaliste, il n'est dans l'actualité que de se tourner vers l'Amérique latine, vers Cuba, vers le Venezuela, vers la Bolivie, vers les pays de ce qu'on appelle l'alternative bolivarienne des Amériques. Et l'on voit très concrètement que dans des pays comme cela, effectivement, le souci de l'internationalisme est réel, puisqu'il s'agit pour ces pays de réfléchir et même de travailler à l'intégration latino-américaine. Il s'agit donc bien d'un projet internationaliste. Et en même temps, bien entendu, il s'agit de préserver soigneusement leur souveraineté, notamment par rapport à l'impérialisme états-unien. Ce sont donc à la fois des gens qui sont porteurs d'un projet internationaliste et d'un projet patriotique. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure dans notre histoire, combien de fois, lorsque la France a croisé le souffle du large, le souffle de l'universel, combien de fois n'a-t-elle pas porté à la fois le patriotisme et l'internationalisme, en particulier, mais j'y reviendrai tout à l'heure,
à l'appel des sans-culottes sous la Grande Révolution. On ne parlait pas encore alors d'internationalisme, mais c'était bien un projet universel que portait la devise liberté, égalité, fraternité, ou la mort, on oublie toujours la fin de la devise républicaine. Et ensuite au moment de la Commune, où indifféremment les communards étaient patriotes et internationalistes. Et puis ensuite, mais j'y reviendrai, on pourra parler par exemple d'une expérience passionnante. J'ai l'honneur d'être l'ami de quelqu'un qui est d'ailleurs de la Côte d'Azur, qui s'appelle Léon Landini, et qui a été l'un des combattants des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, mise en place par le Parti communiste français clandestin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces gens-là étaient évidemment des patriotes, puisque le bataillon qui a combattu à Villeurbanne, à Lyon, à Grenoble et ailleurs, s'appelait Carmagnole Liberté, et c'était les FTP-MOI qui avaient choisi ce nom, en référence à la Grande Révolution française. Et puis, bien sûr, ça n'empêchait pas pour autant qu'ils aient été des internationalistes, le plus célèbre d'entre eux étant Missak Manouchian. Bon, personne ne va dire que c'était un nationaliste borné, d'autant plus que dans sa dernière lettre, il dit qu'il meurt sans haine en lui contre le peuple allemand. Pensez aussi à Jean-Pierre Timbaud. On célébrera bientôt l'anniversaire de la tuerie, de la fusillade de Châteaubriand, en Loire-Atlantique, et donc de ces militants donc, qui sont morts, comme Jean-Pierre Timbaud, en criant « Vive le Parti communiste allemand !» Donc on peut dire ici que tout à la fois, ils défendaient leur drapeau, le drapeau français, le drapeau de la classe ouvrière, le drapeau rouge, et le drapeau aussi du socialisme pour l'Allemagne. Donc, ici, pas de fausses oppositions, nous avons en face de nous une espèce d'étau, une espèce de tenaille qui essaye de nous écraser, je dirais même en termes locaux, de nous esquicher, en quelque sorte, entre, d'un côté, un faux nationalisme, qui, sous prétexte de défendre la France, en réalité, défend la pire xénophobie, le racisme, une identité française complètement desséchée, et qui n'accueille en rien l'innovation, la nouveauté, les gens venus d'ailleurs, qui n'est pas du tout d'ailleurs conforme à l'histoire de la France. La France est un Finistère, et depuis les siècles des siècles, elle accueille tous ceux qui vont vers l'ouest et qui tombent sur la mer et qui sont bien obligés de s'arrêter quelque part. Et d'autre part, effectivement, les faux internationalistes qui voudraient, sous prétexte de ne pas nous entraîner dans le repli national, etc., nous enfermer dans un internationalisme de la finance, dans un internationalisme du dollar, dans ce que le mouvement ouvrier n'appelait pas un internationalisme à l'époque de gens comme Maurice Thorez ou comme Jaurès, même plus avant, mais appelé le cosmopolitisme de la finance. C'est-à-dire que ces gens n'ont effectivement pas de patrie et ne se souviennent qu'ils ont une patrie que lorsqu'il s'agit de se faire élire quelque part. Le plus bel exemple, je n'invente rien, je ne caricature en rien, la réalité est assez caricaturale pour n'avoir pas besoin d'être caricaturé, il n'est que de penser à Manuel Valls, par exemple, bon, qui un jour est Premier ministre ici, qui le lendemain essaye d'être élu maire de Barcelone, et le troisième jour essaye de devenir ministre de je ne sais quoi dans le royaume d'Espagne. Après s'être proclamé le chef des Républicains, en quelque sorte, dans notre pays, il fait des offres de service pour devenir le ministre d'un royaume d'Espagne, alors que ses parents, ou dit-il, je ne sais pas si c'est vrai, ont combattu, ou ses grands-parents plutôt, dans les rangs de la République espagnole. Bon, alors, il y a donc cette espèce d'étau, et au niveau mondial, c'est pareil. Au niveau mondial, on voudrait nous enfermer, vous allez voir bientôt, il va y avoir les élections américaines, alors comme nous sommes en réalité des sujets de l'Empire américain, même pas des citoyens, des sujets, on applaudit, mais on ne peut rien faire évidemment sur ces élections, nous aurons droit à l'opposition entre Trump, donc là c'est le nationalisme, le Make America Great Again, donc d'un côté le nationalisme américain, et de l'autre le camp du bien, alors bon, qui va l'incarner, Joe Biden, ou bien un survivant du camp de Clinton, ou je ne sais pas quoi, avec à chaque fois les mêmes projets guerriers, les mêmes projets de domination sur le monde entier. Habillés simplement de façon un peu différente. On voudrait sans cesse donc nous obliger à choisir entre ces deux camps. Eh bien notre jeu, c'est de dire qu'on ne joue pas. C'est de dire qu'on ne joue pas à ce jeu-là. Et qu'il faut faire sortir une alternative véritable. Une alternative à cette fausse alternative. Une vraie alternative à cette fausse alternative. Du faux patriotisme et du faux internationalisme. Une alternative qui soit à la fois
patriote, mais en un bon sens que je vais préciser, et internationaliste, en un sens aussi qu'il va falloir préciser. Et c'est là que je passe donc au deuxième point de mon exposé, en quelque sorte, puisque, bon, il se trouve que je ne suis pas seulement militant politique, je suis aussi professeur de philosophie, même si maintenant je suis à la retraite, mais je pense que quand on est prof de philo, on le reste un peu jusqu'à son dernier souffle. Et donc, effectivement, ici, je vais faire appel, alors c'est le moment un peu difficile où il faut s'accrocher de mon propos, à ce qu'on appelle la méthode dialectique. Voilà, dans les façons de réfléchir, eh bien, il y en a principalement deux. Je caricature un petit peu, mais bon, je vais à l'essentiel. Il y a une manière, disons, de raisonner qu'on appelle la pensée métaphysique. Et cette pensée métaphysique consiste à opposer les contraires comme s'ils étaient étanches l'un par rapport à l'autre. L'homme d'un côté, la femme de l'autre, ou bien le nord et le sud, le bien et le mal. Pensez au manichéisme, par exemple. Hein. Et donc, on va vous dire à partir de là que, bon, si on est patriote, on ne peut donc pas être internationaliste. Si on est internationaliste, on ne peut pas être patriote. C'est ce qu'on appelle le principe du tiers exclu. Hein. Ou tout l'un, ou tout l'autre. Il n'y a pas de lien entre les deux. En réalité, depuis fort longtemps, des philosophes ont montré que les choses n'étaient pas aussi simplistes. Et sans remonter si loin, Hegel, un grand philosophe du XIXe siècle, mais Marx et Engels également par la suite, ont montré qu'au contraire, eh bien, dans la vie, les contraires sont unis, se tiennent par la tête, en quelque sorte, sont des frères siamois, si l'on peut dire. Et qu'ils ne vivent que dans l'opposition, dans la contradiction l'un par rapport à l'autre, que la contradiction est même l'essence de la vie, l'essence du mouvement, que là où il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de vie. Et donc, effectivement, on n'aurait pas évidemment imaginé qu'il n'y ait plus qu'un sexe. Eh bien, il n'y aurait plus de sexe du tout, en réalité. Il faut qu'il y en ait deux, pour qu'il y en ait un plus un, en quelque sorte. Bon, imaginez qu'il n'y ait que le pôle Nord, ça ne voudrait rien dire. Si vous voulez, quand vous débranchez les causes de votre batterie, il suffit d'en couper une. Vous enlevez un côté, ça suffit pour couper le courant. Il faut bien que le plus et le moins marchent ensemble. Les physiciens nous apprennent la même chose au sujet bon, des protons et des électrons, si vous voulez. Hein, bon, il n'y aurait pas de courant électrique, sans cela, il n'y aurait pas d'atome, s'il n'y avait pas du positif et du négatif. Et donc, effectivement, la dialectique nous apprend à visiter les contraires et à montrer qu'ils sont unis, en quelque sorte. Alors, pas unis, embrassons-nous Folleville, tout va bien, mais unis dans une dynamique qui est aussi une dynamique qui peut être conflictuelle. Hein, ça peut être conflictuel. Un couple, c'est pas toujours roucoulant. Hein. Il y a des moments où on s'envoie les assiettes à la figure. Bon, donc d'une façon ou d'une autre, mais ça fait partie aussi du couple, d'une certaine façon. Peut-être pas les méthodes aussi brutales, mais bon, de temps en temps, on s'explique. Hein. Eh bien, c'est un peu la même chose ici dont il est question avec ces notions de patriotisme et d'internationalisme. Ça, c'est pour la dialectique. Donc, penser dialectiquement, c'est penser sans opposer nécessairement les contraires, comme s'ils étaient, en quelque sorte, comme s'ils faisaient le grand écart l'un par rapport à l'autre. Et puis, la deuxième méthode très importante que j'utilise, moi en tout cas, et qui me semble tout à fait validée par les sciences en particulier, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme, ça consiste à ne pas partir des grandes idées comme ça posées en l'air, le patriotisme. En général, on met des majuscules à ce moment-là. Le patriotisme ou l'internationalisme avec un I majuscule. Hein, et puis donc on va en quelque sorte ensuite partir vers de grands débats comme ça, où on n'arrivera jamais à atterrir, parce qu'on aura posé dès le début deux notions complètement abstraites, opposées l'une à l'autre, et il n'y aura donc pas de terrain commun pour faire qu'elles s'entendent. Moi je pars plutôt des intérêts matériels, sans lesquels les hommes n'existeraient pas, parce que nous sommes des corps, nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous faisons quelques galipettes par-ci par-là pour nous reproduire, et par conséquent, d'une manière ou d'une autre, eh bien nous sommes des êtres de chair, nous avons un corps. Alors, le matérialisme, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on parle de patriotisme, on peut se rendre compte très vite qu'en fait, il y a deux patriotismes. L'un que j'appellerai, pour aller vite, le patriotisme, vous verrez que, comme l'a dit tout à l'heure M. Tiberti, c'est tout à fait quelque chose de convenable, et l'autre que j'appellerai négativement, donc, le nationalisme. Et il y a aussi deux internationalismes. Et donc quand on dit le patriotisme ou l'internationalisme, ça ne signifie rien. Et on se fait rouler. Le patriotisme, effectivement, dites-moi quelle classe vous défendez, et je vous dirai quel patriote, quel genre de patriote vous êtes, si vous voulez. Par exemple, si vous voulez, si vous défendez le fait pour les travailleurs de ce pays, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, de continuer à garder leurs usines et donc leur emploi,
et donc leur métier, et donc la reconnaissance qui peut exister par rapport à eux à l'égard du travail qu'ils font. Eh bien là, vous vous prononcez pour un patriotisme populaire, pour un patriotisme républicain, comme celui qui fut celui des patriotes. Le mot patriote a d'ailleurs été inventé par la Révolution française, qui défendait donc, eh bien voilà, la nation, c'est-à-dire 99% du peuple, à l'exception, effectivement, des couches privilégiées qui, effectivement, n'allaient pas tarder, elles, à passer de l'autre côté, à passer du côté de l'envahisseur monarchique et européen. La grande coalition prussienne, autrichienne, etc., etc. Donc, il y a bel et bien un contenu de classe à mettre derrière ces notions. Prenons, par exemple, la période de l'occupation nazie. Eh bien, dans notre pays, il y avait des gens qui se disaient nationalistes, et donc il y avait même pour slogan « Travail, famille, patrie ». Et donc, au premier chef, Pétain, Laval et compagnie, qui venaient tous du camp de ce qu'on appelait la droite nationaliste. Ah oui, beau nationalisme, en effet. Beau nationalisme qui a conduit, pendant donc les années sombres, à la collaboration éhontée avec un pays, l'Allemagne nazie, qui non seulement a, disons, étouffé le nôtre et l'a conduit à la famine, parce que les gens crevaient de faim pendant la guerre, mais en même temps aussi avait clairement pour projet de faire cesser l'existence nationale même de la France. Puisque dans les projets de Hitler, il y avait la sécession de la Bretagne, l'annexion de l'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais était directement sous la coupe du régime nazi, il n'était même pas sous la puissance, disons, du régime de Vichy. Et bon, vous savez aussi ce qui était promis à Nice, à la Corse et à la Savoie, pour faire plaisir à Benito. Hein. Donc voilà avec qui ils collaboraient, ces nationalistes. Et pourquoi ils collaboraient comme ça? Ben, par intérêt de classe, tout simplement. Par intérêt de classe, parce que la très haute bourgeoisie française, les Louis Renault et compagnie, qui fabriquaient des tanks pour les Allemands pendant la guerre, effectivement, ces gens-là, eh bien, ils étaient surtout très contents que le régime nazi, eh bien, les pousse au pouvoir en France, pour liquider par exemple la conquête du Front populaire, et pour, si possible, aussi liquider la République, tout simplement qu'ils n'avaient jamais accepté, et en particulier aussi pour liquider les lois de 1901 et de 1905, à l'époque de Jean Jaurès, notamment la séparation de l'Église et de l'État. Donc, l'intérêt de classe passe avant toute autre considération, même quand on emploie le mot nation comme un édulcorant, en quelque sorte, pour présenter le produit et faire avaler le médicament, en quelque sorte. Et en face, qui avait-on? Eh bien, on avait précisément ces gens qui se sont levés pour défendre leur pays, qui n'ont pas supporté de voir les troupes italiennes défiler à Monaco, moi, ça a été le cas de mon père, qui donc n'ont pas supporté de voir effectivement le pays qu'ils respectaient, bon, qu'ils critiquaient aussi d'ailleurs, qui n'étaient pas des nationalistes complètement fanatiques, bien entendu, mais dont ils se sont rendus compte, une fois qu'il était occupé, qu'il était divisé, qu'il était écrasé, qu'il était humilié, et bien que sans le défendre, on n'était plus rien. Que sans le défendre, on perdait tout, jusqu'à la dignité personnelle. Et qu'à ce moment-là, des gens qui ne se soupçonnaient pas patriotes se sont découverts patriotes. Parce que ce n'est pas tout de dire « je ne suis pas patriote », après, devant les faits, quand on est humilié, quand on est écrasé, quand le pays dans lequel vous êtes est traité comme une serpillière, eh bien on se rebelle, et c'est là qu'on découvre cette fibre patriotique qu'on ne croyait pas avoir en soi. Et donc vous voyez bien ici que ceux-là défendaient le patriotisme du point de vue de la classe qui était la leur, le monde du travail, la classe ouvrière. Déjà, ça avait été le grand acte majeur, l'acte majeur au fond de Maurice Thorez et de Jacques Duclos, au meeting du Front populaire, meeting fondateur qui avait eu lieu au Stade Buffalo à Paris le 14 juillet 1935, et comme vous voyez, il n'avait pas choisi la date au hasard, c'était bien une date patriotique, hein, et lorsqu'en présence effectivement du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti radical et de certains chrétiens aussi, certains chrétiens, de militants chrétiens, Jacques Duclos, ça n'a pas dû être facile, à entonner la Marseillaise à la fin de son discours. Alors que bon, la tradition dans le mouvement ouvrier, surtout depuis la guerre de 14-18, c'était de ne plus chanter la Marseillaise, et que de ne plus employer non plus le drapeau tricolore. Et que donc les militants communistes l'ont repris, et ont chanté les deux chansons, l'Internationale et la Marseillaise, qui d'ailleurs, vous essayerez de le faire chez vous un soir, se chantent l'une sur l'autre. C'est le même air, hein, puisque Potier avait écrit l'Internationale sur la musique de la Marseillaise. Hein. Donc quand on oppose ces deux chants, ça me fait toujours sourire, ça veut dire surtout qu'on est ignorant de la façon dont les choses se sont faites concrètement. Et effectivement,
c'était pour une raison très simple, c'est aussi parce qu'il ne fallait pas laisser au fascisme le drapeau tricolore. Il ne fallait pas laisser au fascisme, même Jeanne d'Arc. Même Jeanne d'Arc, quelle erreur grave pour toute une Paris de la gauche pendant toute une série d'années, que d'avoir laissé ce personnage populaire. Le Parti communiste, jusque dans les années 70, a porté un petit bouquet régulièrement sous la statue de Jeanne d'Arc à Paris, non pas comme héroïne, en gros, du sacre royal, etc. D'autant plus que le roi l'a laissé tomber et que quand elle a fini par être capturée par les Anglais et brûlée vive, bon, il ne s'est rien passé du côté royal. Mais parce qu'elle avait porté l'élan populaire pour, effectivement, chasser l'occupant. C'était bel et bien un occupant. Hein. Donc, effectivement, ici, lisez d'ailleurs, si vous avez l'occasion, un discours magnifique qui n'est pas assez connu, qui est le discours de Georges Dimitrov, à l'époque secrétaire général de l'Internationale communiste, qui venait tout juste de sortir des prisons hitlériennes. Après le procès des prétendus incendiaires du Reichstag, hein, qui avait donc motivé une chasse terrible aux communistes en Allemagne, Dimitrov, qui était clandestin en Allemagne, avait été arrêté, et on lui avait collé la responsabilité de l'incendie sur le dos. Et bon, il s'est magnifiquement défendu, et lors du procès, il a ridiculisé Göring. Et ils ont été obligés de le relâcher parce que l'écho international a été tel que le Troisième Reich se ridiculisait en gardant Dimitrov. Et Dimitrov, donc, juste sorti de là, reprend la balle au bond de Maurice Thorez et de Jacques Duclos au meeting du Front Populaire, eux qui viennent les premiers en Europe d'arrêter le fascisme, puisque le fascisme avance partout à ce moment-là. Il n'y a qu'en France qu'on arrive provisoirement d'ailleurs à l'arrêter, en quelque sorte. Et Dimitrov, dans son discours, dit qu'effectivement, chaque classe ouvrière, chaque mouvement progressiste, pas seulement les communistes, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se réclament du camp du progrès, doivent effectivement assumer le meilleur de l'histoire de leur pays, montrer qu'ils sont les patriotes de leur pays, mais au bon sens du terme, au sens de ce pays qui s'ouvre vers l'extérieur, de ce pays qui apporte au monde entier ce qu'il a lui-même de meilleur, comme, au fond, on apporte le meilleur de sa cuisine, le meilleur de sa haute couture, le meilleur de sa littérature, et ainsi de suite, aux autres peuples, parce qu'on est différents, et qu'on a aussi donc des choses différentes à se dire les uns aux autres. Donc il y a deux patriotismes, et ils sont antagoniques. De même qu'il y a deux, passez-moi l'expression, internationalismes, ou deux cosmopolitismes. L'un, je l'appellerai le cosmopolitisme de la grande bourgeoisie, de la finance, des traders, des gens comme Emmanuel Macron, qui sont un jour dans un pays, un jour dans un autre, et ainsi de suite, et qui de toute façon ne regardent qu'une chose, c'est la courbe des profits du CAC 40. Et puis de notre côté, effectivement, il y a l'internationalisme de ceux qui, d'une façon ou d'une autre, souffrent, comme Che Guevara le disait, quand un peuple étranger est massacré, quand il est attaqué, quand il est humilié, comme si c'était leur propre pays. Je pense ici que tous, autant que nous sommes, si vous êtes ici et donc des amis de la liberté, place Garibaldi, c'est parce que, par exemple, vous n'avez pas dû trouver que c'était très sympathique le traitement qu'on a fait à la Grèce il y a quelques années. Pays des Lumières, pays qui a lancé les choses d'une large façon, effectivement. Et à partir de là, bien sûr que nous sommes des patriotes grecs, pas simplement des patriotes français, des patriotes italiens. Lorsque l'Italie souffre, lorsque le Portugal est mis en pièces, eh bien, nous considérons que ces peuples qui sont des peuples proches sont des peuples amis, des peuples frères, comme on disait si bellement à un certain moment. Pas possible d'être des amis de la liberté sans être des amis de la fraternité. Et donc, pour finir, la véritable opposition, le véritable antagonisme, si l'on suit ces deux pistes, celle de la dialectique, il ne faut pas opposer les contraires, celle du matérialisme, il faut partir des intérêts de classe, celui de la grande bourgeoisie ou celui du peuple, ou celui du monde du travail, eh bien on va s'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas patriotisme contre internationalisme, c'est patriotisme populaire, plus internationalisme populaire et prolétarien, contre la xénophobie, le nationalisme xénophobe et le cosmopolitisme de la finance, qui d'ailleurs marche très bien ensemble, parce que les nationalistes sont toujours très utiles lorsque le capitalisme est en danger, y compris à l'échelle internationale, lorsqu'il y a de grandes crises internationales. On fait donner le nationalisme, ça permet de donner une sorte de soupape de sécurité, et à partir de là, le système se sauve ainsi. Donc l'opposition, c'est pas patriotisme, internationalisme, en ignorant qu'il y a une division de classe à l'intérieur du patriotisme, une division de classe à l'intérieur de l'internationalisme. C'est patriotisme populaire,
internationalisme prolétarien d'un côté, nationalisme xénophobe et cosmopolitisme de la finance de l'autre, qui marchent très très bien ensemble, qui marchent en duo, en réalité, comme je l'ai montré au début de mon exposé, puisque au fond il se renvoie la balle pour empêcher le peuple de mettre son nez dans ces histoires-là. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, sur le plan méthodologique. Alors je reviens ici sur la question proprement historique, mais je vais très très vite. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Les grandes étapes, les grands moments où notre peuple a parlé au monde entier, où la France, si vous voulez, a été chère à tous les progressistes du monde, vous voyez, où l'on disait au XIXe siècle que tout progressiste avait deux patries, la sienne et la France. Eh bien, c'est l'époque où précisément elle a su marier le patriotisme et ce qu'on n'appelait pas forcément toujours l'internationalisme alors, mais l'universel, le monde, la planète, l'humanité, si vous voulez. Prenons la Révolution française. À l'époque, effectivement, de Robespierre, il s'agit effectivement de construire à la fois un pays souverain, mais pas seulement nous, pays souverains, mais des pays souverains. Le patriotisme se conjugue au pluriel. Il faut mettre un S à la fin, en quelque sorte. Et donc, effectivement, si vous voulez, il s'agit de faire en sorte que tous les peuples du monde chassent leurs tyrans et qu'à partir de là, ils puissent devenir souverains chez eux, quelque part. Et c'est même pour ça que, d'ailleurs, Robespierre et d'autres, les Jacobins, l'aile gauche, en quelque sorte, de la Révolution, s'opposera aux Girondins, qui par la suite donneront les thermidoriens, puis peut-être les bonapartistes, et qui, eux, voulaient apporter la Révolution dans les pays voisins, en fait, en réalité, avec des projets impérialistes de domination sur l'Italie, sur la Hollande, sur la Belgique, sur une partie de l'Allemagne, et ainsi de suite. Et donc, il s'agissait bel et bien de faire en sorte que la France devienne souveraine, que le peuple y décide librement, que par la vertu de l'exemple, s'il arrivait à construire un modèle qui donne envie, en quelque sorte, eh bien, bon, la Révolution puisse prendre son essor ailleurs. Pensez à Beethoven, c'est pour ça qu'il admirait la France. C'est pour ça qu'il y avait effectivement donc, une espèce de sentiment de patriotisme français chez les Allemands, chez les Italiens, et ainsi de suite, à cette époque-là. Et donc, les deux étaient profondément liés. Le mot patriote, d'ailleurs, désignait ces gens qui étaient porteurs du projet. On disait les patriotes pour les Italiens, pour les Suisses, pour les Allemands, et ainsi de suite. Ça désignait les partisans de la Révolution française. Bon, après, le deuxième grand moment dont on ne peut pas faire abstraction, c'est la Commune. C'est la Commune, on dit toujours de Paris, mais il n'y a pas eu qu'elle. Il y en a eu une à Lyon, une à Marseille, etc. Donc, la Commune de Paris, effectivement, qui a été à la fois indissolublement, je dirais, patriote et internationaliste. Le point de départ de la Commune, c'est quand même un acte de rébellion patriotique. Les Parisiens ne veulent pas rendre les cadons qui ont été payés par eux, par la souscription, et ils ne veulent pas les rendre à tiers, enfin aux Versaillais, parce qu'ils savent très bien qu'en fait les Versaillais veulent désarmer face aux Allemands et ne veulent plus défendre Paris. Ils veulent donc veulent livrer Paris, veulent capituler. Et donc en effet, ici c'est un acte de rébellion patriotique. En même temps, c'est un acte d'internationalisme évident, car vous regardez les héros de la Commune. Les grands héros de la Commune, pour une partie, sont étrangers. D'ailleurs, à l'époque, Auguste Blanqui, par exemple, il n'a pas été un des dirigeants communards, parce que Thiers l'a empêché, l'a mis en cabane, refichu en cabane, pour pas qu'il puisse diriger la Commune. Bon, c'est lui aussi un régional de l'État, puisqu'il était de Puget-Théniers. Mais bon, il a été tantôt français, tantôt italien, au gré des changements de frontières de l'époque. Mais bon, eh bien, ces gens-là, effectivement, si vous voulez, ils étaient profondément internationalistes. Pensez à Elisabeth Dimitrieff, qui était en fait la principale dirigeante femme de la Commune, qui était bulgare. Pensez à Léo Frankel, qui était un des principaux dirigeants de la Commune, Premier ministre du Travail, même Premier ministre des Travailleurs, avant Ambroise Croizat, Léo Frankel, qui était hongrois. Vous voyez ? Et Dombrowski, le principal dirigeant de la Commune de Paris sur le plan militaire, le principal héros de la défense de Paris à l'époque, avec Rossel, c'était donc le Polonais Dombrowski, qui s'était d'abord illustré dans la défense de la Pologne. Et donc, effectivement, internationaliste ou patriote ? Vous voyez bien que le mot « ou » est de trop. Internationaliste et patriote. Et en face, on avait quoi ? En face, on avait, alors j'ai oublié pour la Révolution française, de dire que, bon, effectivement, les émigrés de Coblence étaient mouillés complètement du côté des monarchies qui voulaient envahir la France. Et au moment de la Commune de Paris, on a eu le même gag. On a eu exactement la même chose. La grande bourgeoisie française s'est jetée dans les bras de Bismarck.
on a les lettres d'Adolphe Thiers. Hein. Adolphe Thiers, bien prénommé, soit dit en passant, eh bien, écrit à Bismarck, et donc il demande à Bismarck, effectivement, de libérer les prisonniers français de Sedan, puisque les Allemands, les Prussiens plutôt, comme on disait alors, avaient fait, je ne sais combien, plus de 150 000 prisonniers français, et il écrit en toutes lettres, j'ai la citation, donc, qu'il garantit à monsieur le chancelier que les troupes françaises ne seront utilisées que contre Paris. Bon. Comment appeler ça autrement qu'une trahison nationale épouvantable, quoi. Nous sommes en plein, ici on n'employait pas encore le mot de collaboration, mais c'est ça, c'est ça. Et donc on a bel et bien de ce côté-là, effectivement, cette espèce de combat entre, non pas patriotisme et internationalisme, mais entre deux classes, dont l'une est patriote à sa façon et internationaliste à sa façon, et dont l'autre est patriote, enfin nationaliste à sa façon, et internationaliste à la sienne. Et donc c'est bien selon une ligne de classe, en réalité, qu'il faut ici décomposer le mouvement. Là, je n'ai parlé que de la France, on aurait pu parler de la période de l'occupation, mais comme j'en ai dit deux mots, je ne m'y éteins pas. Mais au niveau international, tout à l'heure, le monsieur qui a introduit la conférence a bien parlé de Ho Chi Minh. Les grandes luttes du XXe siècle ont été à la fois des luttes internationalistes, car bon, si je suis devenu militant personnellement, c'est largement grâce à la confrontation autour du Vietnam, à l'époque. C'était un combat mondial, hein, qui avait un retentissement énorme, y compris aux États-Unis. Pensez à des gens comme John Baez, comme les Jane Fonda, par exemple, ou d'autres personnes, ou Angela Davis, hein, à cette époque-là, qui sont le meilleur des États-Unis. Moi, je ne dis jamais les Américains, c'est l'impérialisme américain que je condamne, ce ne sont pas les Américains, ça ne veut rien dire. Hein. Vous voyez ? De la même façon que, effectivement, ce combat était évidemment éminemment patriotique. Ho Chi Minh lui-même est devenu communiste par patriotisme au départ, puisqu'il disait que finalement, au fond, ben, voilà, en 1920, s'il a adhéré plutôt à la section française de l'Internationale communiste qu'à la SFIO, à laquelle il adhérait auparavant, c'est parce que la SFIC, hein, donc communiste, était plus claire sur les questions coloniales, et que donc il voulait la libération de ce qu'on appelait encore à l'époque l'Indochine. Vous voyez ? Vous pouvez multiplier les exemples. La révolution chinoise, bon, on peut toujours dire que sur certains aspects il y a beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas moi-même un grand admirateur de la révolution culturelle ou de choses de ce genre. Mais bon, les révolutions, elles deviennent ce qu'elles deviennent. Ça, c'est une question qu'on pourrait discuter par ailleurs, mais qui n'est pas le sujet du jour. Mais la révolution chinoise elle-même, c'est une lutte de libération, principalement, contre l'occupation japonaise d'une part, et contre aussi la colonisation de la Chine, qui, pendant tout le XIXe siècle, a été horriblement maltraitée par les puissances occidentales. Il n'est que de penser à la guerre de l'opium, au XIXe siècle, ou à des choses comme ça. Et donc, le drapeau rouge, pour les Chinois, est à la fois le symbole de la libération sociale, enfin du socialisme, mais aussi de la libération nationale, parce que dans les conceptions chinoises, eh bien, le rouge renvoie à la joie, à l'épanouissement, à la vie, et à des choses de ce genre. Voyez-vous ? Alors, je débouche sur les choses qui nous intéressent le plus au niveau immédiat, pour notre pays, pour notre temps. Donc aujourd'hui, que faire, comme dirait l'autre ? Que faire de cette grande question du patriotisme et de l'internationalisme ? Alors, première chose, ne pas se laisser prendre à ce faux duel qui est en réalité un vrai duo. Le faux duel des patriotes bidons et des internationalismes marrons. Restez chez vous, messieurs, dames, si vous voulez. De ce point de vue-là, il faut se tourner vers eux et leur dire que ce duo-là ne nous intéresse pas. Et peut-être faut-il faire revivre certaines choses qui ont donné des résultats très importants dans notre pays à une époque qui n'est pas si lointaine. À l'échelle historique, c'est tout à fait hier. Pensez au Front populaire, pensez à 1945 et aux immenses conquêtes sociales que nous défendons aujourd'hui, celles de Croizat, celles de Marcel Paul, de Torres et d'autres, à l'époque où les communistes étaient dans le gouvernement présidé par De Gaulle. Hein. Et donc effectivement, nous sommes devant quelque chose de très important. Peut-être faut-il réapprendre à, comment dirais-je, défendre l'indépendance de notre pays sans complexe, et à la défendre non seulement contre l'Union européenne, qui l'a servi de 100 façons différentes, contre l'OTAN, qui est en train de transformer l'armée française en simple supplétif des décisions prises aux États-Unis, contre la domination totale, mortifère de l'anglais dont il était question tout à l'heure, non pas de l'anglais lui-même,
L'anglais lui-même, c'est une langue, évidemment, il n'a aucune volonté maligne ni bénigne, mais le tout anglais, hein, nous est imposé ici d'une façon tout à fait extraordinaire. Et pour le bien comprendre, je vous demande, non pas de lire des textes de Marx, de Lénine ou à un plus petit niveau de moi-même, mais de lire un texte tout à fait majeur, qui vous donnera des clés, mais alors inouïes, sur la situation actuelle. C'est le manifeste du MEDEF, qui a été écrit en 2011, publié début 2012, et qui s'intitule « Besoin d'air », R-A-I-R-E. Alors il y a un jeu de mots sur « besoin d'air », on respire, mais d'air, de surface. En allemand, on aurait dit de Lebensraum, d'espace vital, en quelque sorte. Hein. Et donc là-dedans, le MEDEF explique tout. Il fait ma conférence à l'envers, si vous voulez, quoi. Il dit les mêmes choses, mais du point de vue de sa propre classe. Et il dit, mais la France, c'est trop petit, c'est rikiki. La course au profit ne se fait plus à ce stade-là. Le besoin d'air pour la course au profit se fait à l'échelle, au minimum, de l'Europe et au maximum de la planète entière. Et donc, sur la carte qui sert de une à ce manifeste du MEDEF, on voit le monde entier avec une projection bleue. Le bleu étant, depuis une période relativement récente, ce n'était pas le cas sous la Révolution française, la couleur plutôt de la droite, la couleur plutôt du capital. Regardez, je ne sais pas si je fais de la paranoïa, mais j'ai l'impression que les équipes de football, de handball, de rugby et compagnie jouent en bleu désormais, hein, que le rouge disparaît, même pour les chaussettes. Hein. Bon, enfin passons. Il y a 3 couleurs au drapeau tricolore. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que 2, il y en a 3. Donc effectivement, si vous voulez, qu'est-ce qu'il explique? Il explique le MEDEF, là-dedans, c'était l'époque de Laurence Parisot, mais bon, ils sont allés dans la même direction depuis. Premièrement, que il faut reconfigurer les territoires. C'est-à-dire que le territoire national, c'est pas bien. Il faut des territoires différenciés selon les endroits, selon les besoins des entreprises. Et donc il faut que telle grande région, tel département, ou telle assemblée de départements ou de régions ait ses propres dispositions législatives. C'est ce que Emmanuel Macron veut inscrire dans la loi sous le nom de pacte girondin. Vous voyez que l'histoire, eux, ils savent en jouer. Hein. C'est pas moi qui brode sur l'histoire, eux, ils la connaissent, l'histoire, et ils s'en servent. Ça veut dire le droit à la différenciation des territoires. On n'aurait donc pas forcément le même SMIC, le même code du travail, s'il en existe encore un, les mêmes statuts, les mêmes concours pour l'éducation nationale ou je ne sais trop quoi, selon les régions. Après, il y a le niveau européen. Là, ils sont pour les États-Unis d'Europe. C'est très clairement dit. Rappelez-vous la parole de François Mitterrand, c'est pas ce qu'il a dit de mieux de ce côté-là, si vous l'écoutez bien, elle fait frémir parce qu'elle met une sorte de croix sur la France. Il dit « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Si la France est notre patrie, c'est le passé. La patrie, c'est le pays des pères. Notre avenir, c'est l'Europe, etc. Donc un jour, ça signifie que nous renonçons de gaieté de cœur à l'idée même d'une France. Bon. Nous sommes là-dedans. Et ce que je vous dis là, c'est pour balayer... les choses sont dites encore plus explicitement. Hein, et puis il faut voir les actes après. Parce que si avec les paroles, il y a les actes tous les jours qui déconstruisent un peu plus la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté industrielle, etc. de notre pays. Pas seulement du nôtre, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, et ainsi de suite. Tout se décidant au niveau de cette espèce d'aristocratie reconstituée à l'échelle continentale, effectivement. Et puis, pour couronner le tout, il faut ce qu'ils appellent l'union transatlantique. L'union transatlantique, c'est à l'échelle de la planète. Alors là, on a le monde, c'est beau, c'est merveilleux, on a l'humanité. Oui, mais on a l'humanité sous l'égide, le mot le dit bien, atlantique, hein, transatlantique, des États-Unis, de leur langue. Et là aussi, il y a tout un couplet pour nous expliquer. On a célébré Chirac ces jours-ci, tant et plus. Peu importe, ici je n'entre pas dans le détail de cette question, de sa biographie politique, mais il y a au moins quelque chose que j'avais pu admirer chez lui. C'est que le jour où le baron Seyer, qui était jusque dans les années 2003 président du MEDEF français, est devenu président du MEDEF européen, en récompense de la lutte victorieuse qu'il avait menée contre la retraite des fonctionnaires et des enseignants en 2003, en France. Il est devenu président de ce qu'on appelle Business Europe. Et donc là, il se présente devant le Conseil des chefs d'État européens. Il y a Chirac, il y a Merkel, enfin, je ne sais pas si c'était déjà Merkel à l'époque, enfin peu importe. Et là, eh bien, il commence son discours en français en disant « Je ne vous parlerai plus désormais qu'en anglais, la langue de l'entreprise et des affaires », et il continue en anglais. Et là, Chirac s'en va.
Ce qui prouve qu'il avait encore une fibre gaulliste, même si peut-être elle n'était pas toujours si apparente que ça, puisqu'après il a appelé à voter oui à la Constitution européenne. Mais enfin, bon, en tout cas, sur la langue, il y avait cet aspect qui était encore présent, en quelque sorte. Donc, regardez un petit peu ce profond antipatriotisme de la classe dominante, qui sait se servir de la xénophobie pour effectivement attaquer, diviser la classe ouvrière, diviser le monde du travail, séparer les gens entre différentes religions, entre différentes origines, et ainsi de suite. Ça, ils savent faire. Là, le nationalisme, ils aiment. Ça leur permet de diviser pour régner, comme on dit. Hein. Mais de notre côté, après, pour ce qui s'appelle en définitive la construction d'un pays, c'est fini. Notre grande bourgeoisie n'a plus rien à voir avec la bourgeoisie qui a fait la Révolution française en 89 ou 93. À l'époque, la bourgeoisie construisait le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Délocalisation, privatisation, vente à la découpe de fleurons industriels comme Alstom, et j'en passe, et des pires, en quelque sorte. Sans parler de notre langue, qui n'est pas quand même une petite chose. La langue de Victor Hugo, d'Aragon, de François Villon, de Simone de Beauvoir, et ainsi de suite. Donc, effectivement, imaginez que tout ça soit englouti, imaginez que tout cela disparaisse, et vous voyez un petit peu tout le pan d'humanité, tout le pan d'héritage, tout le pan de culture mondiale qui disparaîtrait. Imaginez surtout ce que ça pourrait signifier, effectivement, que notre pays, effectivement, qui a porté le premier sur le continent européen la Révolution, sombre un jour ou l'autre, soit dans la xénophobie et le nationalisme le péniste, autrement dit, qu'il se déshonore, que non seulement il se suicide, mais qu'il se déshonore. Ou que, bon, eh bien, on continue sur la voie de l'euro-dissolution atlantique du côté macroniste, comme ça continue. Alors bon, moi, mes positions en tant que militant politique, on peut en discuter aussi si vous voulez, mais je ne veux pas être intrusif, si vous voulez, donc c'est vous qui verrez. Moi, j'ai fait mon travail, j'allais dire mon job, vous voyez, comme je me suis reconnu juste à temps. Bon, j'ai fait mon travail de philosophe ici, mais bon, je pense aussi que, si vous voulez, on doit s'interroger sur la possibilité d'une sortie de l'Union européenne par la porte à gauche, par la voie internationaliste et antifasciste, et qu'on n'est pas condamné à errer entre deux positions qui seraient soit le repli national, bon, barricadé derrière nos frontières, etc., type nationaliste primaire, en quelque sorte, soit la dissolution pure et simple dans une espèce de magma mondialiste dominé en réalité par les intérêts financiers. Et qu'il y a mieux à faire que ça. Les pays de l'ALBA, dont je parlais tout à l'heure, même s'ils sont en grave difficulté à l'heure actuelle, parce qu'ils n'ont pas n'importe quoi en face, ils ont Trump, qui veut leur faire la peau. Mais bon, les pays de l'ALBA ont montré, au moins dans le principe, je ne dis pas forcément dans la réalité quotidienne, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ils ont montré une issue, qui est que là encore, il faut être dialectique. Et la souveraineté des peuples va de pair avec, une fois qu'ils sont souverains, la recherche de coopération internationale à égalité. Et ça, c'est pas la concurrence libre et non faussée du traité de Maastricht. On voudrait toujours nous faire croire qu'il faut rester dans cette Union européenne, dont tous les articles depuis Maastricht, le traité de Lisbonne c'est pareil, recommence avec toujours cette même phrase: l'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. Voilà, ça dit tout, et ça bloque la totalité des pays européens dans le modèle néolibéral. Ça veut dire, comme l'a dit Juncker de manière clairement totalitaire, qu'il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. Il l'a dit comme ça. Autrement dit, bon, on ne vous demande pas si la soupe est bonne ou si elle est mauvaise, on vous demande si elle est bonne. Et donc, on ne vous demande pas si vous êtes pour le oui ou pour le non, on vous demande si vous êtes pour le oui, et si vous êtes pour le non, vous revotez jusqu'à ce que vous votiez oui. Vous savez que ça marche comme ça. Bon, donc, il faut regagner notre souveraineté. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce que si nous regagnons notre souveraineté, les pays voisins auront envie d'en faire autant. Et alors là, bienvenue au club. Entre pays souverains, on peut très bien coopérer, non pas sur la base d'une guerre commerciale permanente où chacun va essayer de ruiner l'autre sur ce qu'il sait faire de mieux, mais au contraire en échangeant sur ce que chaque pays a de meilleur. Par exemple, quand ça fonctionnait, bon, le Venezuela a été étranglé financièrement par des méthodes tout à fait dignes de ce qui a été utilisé contre Allende à l'époque de Pinochet. À l'époque, les Américains avaient fait chuter le cours du cuivre pour asphyxier le gouvernement Allende. Là, ils ont fait ce qu'il fallait pour étrangler le Venezuela en le frappant à la caisse. Mais ça, c'est une autre question. Simplement, si vous voulez, il faut avoir en tête que nous pouvons à la fois être souverains et coopérer. Et d'ailleurs, la devise liberté, égalité, fraternité, c'est bien ça qu'elle veut dire.
être libre pour être fraternel. Et être fraternel, ça nécessite, c'est l'intermédiaire, d'être égaux. Des pays souverains sont par définition égaux. S'ils sont souverains, personne ne les commande de l'extérieur, donc ils sont égaux. Et donc chacun vaut pour un. Donc effectivement, à partir de là, on peut avoir une humanité qui se construit. Et je finis sur le mot d'humanité, cher à Jaurès. Cette humanité dont Jaurès parlait n'était pas uniformisée. C'était pas une humanité dans la tête de Jaurès qui allait parler une seule langue, manger une seule cuisine, écouter une seule musique, etc., etc. Celle qu'aurait décidé à tous les niveaux l'oligarchie en fonction d'intérêts majeurs, enfin d'intérêts qui sont les siens. Juste un mot pour que vous compreniez bien que la défense en particulier de la langue, dont nous reparlerons peut-être par la suite, n'a rien de nationaliste au sens étroit du terme. D'abord parce que le français n'est pas une langue purement française. Il est parlé sur tous les continents. Mais aussi et surtout parce que, en définitive, imaginez quel est le véritable projet du MEDEF et de gens comme ça, avec le tout anglais à l'échelle française, européenne et mondiale. Imaginez la concurrence qu'il y aurait désormais entre les travailleurs pour un seul poste de travail si la seule langue reçue pour le travail, c'était l'anglais. L'anglais ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. L'anglais, je ne suis pas contre l'anglais, je suis contre la langue unique. Ça serait pareil si c'était le tout français. Ça poserait le même problème à l'échelle mondiale. Parce qu'à ce moment-là, vous n'auriez plus, pour un poste de travail, la concurrence de 10 salariés potentiels, mais de 1000, mais de 10 000, mais d'1 million. Que deviendront les salaires? Que deviendront les acquis sociaux, si c'est le cas? C'est un énorme enjeu de classe, en réalité, pour le mouvement ouvrier, pour les travailleurs. Il est temps qu'ils se réveillent de ce côté-là, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand monde qui se rend compte de la gravité de la chose. C'est pas simplement qu'on est insulté dans notre identité, c'est qu'on est surtout, par rapport à tout cela, disons, maltraité en tant que travailleur et en tant que parents, par exemple, de travailleurs, avec tous ces gens qui vont devoir travailler dans des conditions telles qu'ils seront disséminés sur la planète, avec un moins-disant social, une concurrence acharnée vers le bas pour tous les salaires. Voyez-vous ? Donc, oui, effectivement, je crois qu'on peut conclure. Je ne veux pas vous tenir plus longtemps sur la conférence elle-même, on peut débattre, sur donc, ces deux phrases de Jaurès qui résument bien les choses, ou, tenez, puisque je l'ai déjà cité, sur une phrase de Georges Politzer. Georges Politzer, c'est un grand philosophe trop tôt disparu, qui a été fusillé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était militant du Parti communiste français, et qui donc a écrit un article remarquable qui s'appelle « Race, peuple et nation ». Il l'a écrit en 1939, alors que le Parti communiste était sur le point d'être interdit. Et là-dedans, il a une belle formule, il dit « la nation, c'est le peuple ». La nation, c'est le peuple. Donc, si on aime la nation, on doit aimer le peuple. Et donc les réactionnaires qui aiment la nation, mais qui ne savent pas quoi faire pour détruire les acquis populaires, n'aiment pas la nation, en réalité. Et si on aime le peuple, on doit quelque part aussi aimer la nation, parce qu'on aime que le peuple dirige. On aime que le peuple soit souverain. Et qu'est-ce que c'est que le cœur du peuple? Eh bien, ce sont les travailleurs, c'est le monde du travail. Voilà. Bon, on vous remercie là, du très bon exposé. Donc le débat est engagé. Donc il y a une personne. Ok. C'est pas trop long pour laisser la parole. Voilà, donc, bien, vous avez votre exposé est très intéressant, mais je pense moi-même que je me définis comme internationaliste, écologiste et cosmopolite, tout en étant très engagé aussi pour le lutte anticoloniale et comme marxiste également, mais pas tellement au sens de la deuxième et la première internationale. Je pense qu'il y a un grand absent dans votre démonstration concernant le problème des, vous appelez les fausses alternatives, c'est-à-dire que le grand absent c'est Marx, Karl Marx. Voilà. Et le deuxième absent, c'est Rosa Luxembourg. Parce que, évidemment, je pense que vous aurez, ça aurait été bien si vous avez, du moins une fois, dans votre discours,
mentionné le grand personnage, la grande personne emblématique du combat internationaliste des marxistes, très engagé contre le révisionnisme, le réformisme de Bernstein, de Kautsky et de Jean Jaurès, qui est Rosa Luxembourg, la juive polonaise, qui était donc la fondatrice du Parti social-démocrate de la Pologne et de Lituanie, qui s'est installée à Berlin en 1898, n'est-ce pas, pour évidemment adhérer tout de suite au Parti social-démocrate allemand et pour publier contre Bernstein et les révisionnistes ce grand essai, cette brochure extraordinaire qui s'appelle Social, réforme ou révolution, réforme sociale ou révolution. Et là-dedans, vous trouvez quoi? Une affirmation radicale, intransigeante d'un internationalisme, donc qui est évidemment dans le sillage de Marx et d'Engels, le sillage de cette philosophie d'émancipation internationaliste enseignée par Marx et Engels, en étant tout à fait fidèle aux déclarations des pères fondateurs du marxisme. Et elle dit très clairement, elle répète, en ce qui concerne le problème du patriotisme et du nationalisme, de l'internationalisme. Elle a combattu jusqu'au dernier moment de sa vie. Elle a été lâchement assassinée en janvier 1919 par des officiers contre-révolutionnaires, n'est-ce pas donc, qui ont voulu écraser la révolution spartakiste au centre même de Berlin. Elle a dit, la patrie, je ne veux pas de patriotisme ni de nationalisme. Ils n'ont rien à voir dans le socialisme internationaliste que je représente. La patrie des travailleurs, c'est l'international socialiste. Ce n'est pas l'État-nation. Voilà. Et ça, c'était, si vous voulez, la position qu'elle a tenue jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela? Il y avait une personne qui avait levé la main, là. Oui, merci. Ignazio Ramonet, qui était l'ancien directeur du Monde diplomatique, disait « s'informer fatigue ». Et bien ce soir, on s'est informé sans se fatiguer, parce que c'est un plaisir d'écouter Georges, parce qu'on a au contraire une vision très large sur tout un tas de sujets qui nous ramènent à chaque fois au sujet central. Et moi, je voulais insister sur un point sur lequel il a lui-même insisté, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, pour éviter justement toute dialectique, on a une révision historique. Alors, Georges était professeur, enfin, est professeur retraité de philo, je suis professeur retraité d'histoire. On a une révision historique totale avec des mensonges éhontés en histoire, mais c'est délirant. Il a parlé tout à l'heure, effectivement, du pacte germano-soviétique et des résolutions de l'Union européenne. Non, mais il faut les lire. Mais c'est un monceau de mensonges. Ça n'a rien d'historique, c'est l'entière contre-vérité de tout ce qui a été apporté par les historiens depuis des années. Les accords de Munich ont totalement disparu avec les grandes démocraties occidentales qui avaient vendu la pauvre Tchécoslovaquie et la Pologne qui s'étaient comportées, comme le disait Winston Churchill, comme une hyène, pour récupérer les morceaux. Tout cela a complètement disparu. Donc une véritable révision de l'histoire, que ce soit pour la Révolution française, mais c'est de tout petit, parce que quand on prend les bouquins de classe, la Révolution française, on y voit aujourd'hui un Robespierre qui passe tout le monde à la guillotine. Ça, ce sont les caricatures des Anglais de l'époque. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça apparaît comme une vérité historique. Le Parti communiste qui est rentré en guerre après juin 1941, mais c'est devenu une vérité historique. Si tant est qu'il soit rentré en guerre, puisqu'on vient de recevoir là les textes pour le concours de la résistance, qui a lieu tous les ans, et alors là, il a complètement disparu, le Parti communiste. Il n'a jamais fait de résistance, ni les FTP-MOI, ni l'organisation spéciale, ni rien. Il n'y a pas eu de résistants, donc communistes. Donc voilà, ça fait que les cerveaux sont complètement pris dans cette idée-là, et on n'arrive plus aujourd'hui, on a beaucoup de mal aujourd'hui, à penser différemment. D'où la nécessité d'écouter
des discours et de lire des textes différents. Et je conclurai, puisque tu as eu la gentillesse de parler de mon papa, Léon Landini, qui est à la fois un fervent patriote et un grand internationaliste. Mon papa, il voudrait effectivement que dans son cercueil, il y ait à la fois le drapeau tricolore et le drapeau rouge. Merci. Je crois qu'on engage le débat, hein, on évite les questions-réponses. Donc, un autre intervenant. Non, je me permettrai éventuellement de vous poser la question plus tard. Allez, merci pour votre conférence. Je voudrais vous poser une question très pratique. Comment voyez-vous la sortie de l'Union européenne ? Je m'excuse, c'est bon, là, tout ça. Je reprends peut-être ce que les deux premiers intervenants étaient. Je reprends ce que le premier monsieur, d'un point de vue idéologique peut-être, est. Et comme la deuxième intervenante, je ne poserai pas de questions. Donc la mienne est une réplique, donc vue un peu du point de vue du borne internationaliste, pas des mauvais, comme Macron, ou Angela Merkel, si vous voulez. Je peux exprimer mon scepticisme vis-à-vis des bons patriotes tels que vous êtes. Parce que si je regarde en 1914, quand les nations d'Europe ont déclenché la guerre fratricide de la Première Guerre mondiale, les bons patriotes se sont ou alignés ou sont allés à la guerre les premiers, Benito Mussolini en Italie. En 1940, quand M. Ribbentrop et Molotov ont signé un pacte, les internationalistes bons se sont retrouvés avec les bons nationalistes renfermés dans ce que vous savez, c'est-à-dire l'Union soviétique a raison. Je prends des exemples comme ça. Donc c'est un scepticisme. Moi je pense que si vous pensez que les bons internationalistes sont à la solde de Mme Merkel et de langue anglaise, moi je peux penser que les bons patriotes, quand le moment de l'éclat arrive, sont malheureusement à la traîne de M. Le Pen, M. Salvini, de l'AfD, etc., pour faire des noms. Donc c'est pas une question, je comprends, mais c'est une réplique. Merci. Voilà. Peut-être réponse aux des questions. Juste une petite information. Quelqu'un me dit que c'est insultant, je me dis que c'est pas insultant. Non, c'est le débat. Non, c'est le débat, c'est le débat. C'est le débat. Je vous informe, pourtant, Nice Matin a sorti un numéro exceptionnel sur 39-45. C'est très, très intéressant parce que là, dans les articles, on montre bien le rôle des communistes dans ce département qu'ils ont joué contre les nazis et les envahisseurs. Donc là, on continue le débat. Je vous dis bien, c'est un débat, hein, on n'est pas là pour se charger l'un contre les autres. Donc je réponds. Oui. Oui, alors, bon, vous faites très bien d'exprimer votre point de vue, hein, ça ne me choque absolument pas, au contraire. Je dirais presque que c'est le contraire qui me décevrait. Bon, donc effectivement, pour ce qui est de la première question, je n'ai pas fait un exposé, disons, de type érudit, c'est-à-dire que je n'ai pas développé ce qu'ont été les positions des différents théoriciens marxistes sur la question du patriotisme et de l'internationalisme. D'abord parce qu'il n'y a pas que les marxistes qui ont dit des choses intéressantes là-dessus. Pensez à Simon Bolivar ou à José Marti, qui n'était pas marxiste dans d'autres coins de la Terre, effectivement. Deuxièmement, parce que, en ce qui concerne mon interprétation, elle est orientée effectivement dans le sens, puisque je suis communiste, du léninisme. Et bon, en ce qui concerne d'une part Rosa Luxembourg, d'autre part Marx, je crois qu'effectivement donc le marxisme ne s'est pas arrêté à Marx. Alors à l'époque, effectivement, où Marx a écrit le manifeste du Parti communiste, il y a cette phrase qui dit que les prolétaires n'ont pas de patrie, mais il faut toujours la resituer dans le contexte exact où il l'écrit. D'abord, nous sommes en 1848, à un moment où effectivement il est encore possible, le capitalisme n'étant pas encore dans la phase impérialiste. On n'est pas encore dans une phase où l'impérialisme
capitaliste a créé ces distorsions énormes entre les différentes nations et où effectivement donc, les guerres de libération nationale sont devenues une composante du mouvement révolutionnaire mondial. Et en outre, il dit très bien que la lutte à l'intérieur de chaque pays doit prendre une forme nationale, même si son contenu, et là-dessus nous serons d'accord, doit rester effectivement prolétarien et international. Je l'ai dit tout à l'heure, le patriotisme se pense à partir de l'internationalisme et non pas l'inverse. Et troisième chose, effectivement, donc, il dit que la classe ouvrière doit devenir la nation. Dans le même passage, c'est le passage qui s'ouvre par les prolétaires n'ont pas de patrie. Et il dévie en quelque sorte sa pensée globale, et il dit que les prolétaires doivent devenir la nation. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il y a un patriotisme socialiste qui se traduit d'une façon très directe, lorsque par exemple, effectivement, les ouvriers soviétiques ou les paysans soviétiques ont défendu leur patrie, eh bien, ils ont fait acte de patriotisme, et quand ils ont battu les Allemands à Stalingrad, ça n'a pas été un petit acte pour la libération mondiale des prolétaires et des peuples du monde entier par rapport à ces bourreaux nazis. Donc c'est la première des choses. Quant à Rosa Luxembourg, j'ai beaucoup de respect, d'amitié, d'amitié théorique en quelque sorte pour elle, comme pour Che Guevara, comme pour Gramsci, comme pour d'autres. Il y en a beaucoup que je n'ai pas cités, mais ce n'est pas par volonté d'exclure plutôt un tel qu'une telle. En l'occurrence, tout de même, je dirais que sur ce plan, je suis plus d'accord avec ce que dit Lénine qu'avec ce que dit Rosa Luxembourg, puisqu'ils ont eu une polémique sur ces sujets. Rosa Luxembourg était polonaise et il y avait un grave désaccord entre elle et Lénine sur cette question qui était celle de l'indépendance de la Pologne. Bon, Lénine, qui était russe, était pour l'indépendance de la Pologne, et Rosa Luxembourg, qui était polonaise, disait que ça passait pas par l'indépendance de la Pologne, que c'était la République socialiste internationale, et ainsi de suite. Bon, moi je dirais quand même qu'il était raisonnable de penser qu'il fallait que le Parti socialiste polonais porte la question de l'indépendance de la Pologne par rapport aux empires dont elle était captive à l'époque, c'était l'empire prussien, enfin l'empire autrichien et l'empire russe. Et bon, la lutte de libération nationale de la Pologne n'était pas quelque chose de contre-révolutionnaire. Ça dépend. Si vous voulez, quand un pays lutte pour en dominer un autre, il faut le combattre. Et là, c'est la phrase d'Engels qui dit qu'un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre. À ce moment-là, je combats mon propre impérialisme et je suis d'accord tellement avec Rosa Luxembourg que par rapport à la France elle-même à l'heure actuelle, je défends l'idée que l'impérialisme français en Afrique, par exemple, doit être vaincu. Et que les peuples du tiers-monde qui le combattent méritent notre soutien, comme effectivement, donc, eh bien, en tant que communistes, nous avons pu, effectivement, sous différentes formes, nous ne ravirons pas tous les débats du passé, mais nous avons pu, effectivement, soutenir, et il n'y a pas eu que des communistes, la lutte de libération du peuple algérien, ou la lutte de libération du peuple vietnamien, ou que sais-je encore. Et donc, si c'est dans ce sens, un peuple qui en domine un autre doit être battu, y compris dans l'intérêt de sa propre liberté. C'est-à-dire que lorsque je me bats contre le néocolonialisme français, je ne me bats pas que pour l'indépendance des peuples d'Afrique, par exemple, je me bats aussi pour la liberté et pour l'émancipation du peuple français. Car s'il en domine d'autres, eh bien, il est à la remorque, en quelque sorte, de ces capitalistes. Et donc, il ne peut pas se libérer lui-même. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et en l'occurrence, si vous voulez, donc je vous renvoie à la brochure de Lénine qui s'intitule « Du droit des nations à disposer d'elles-mêmes », dans laquelle, avec beaucoup de respect, puisqu'il avait du respect de l'amitié pour Rosa Luxembourg, et ensuite ils se sont retrouvés ensemble à la tête de l'internationale communiste en 1919, mais n'empêche que sur ce point, il y avait une divergence, et cette divergence, je l'assume. Je pense qu'il est nécessaire d'assumer ces combats particuliers, que ce ne sont pas, qu'on ne se jette pas directement dans l'océan, qu'il y a des fleuves, et que ces fleuves conduisent à l'océan. Si vous voulez, c'est un peu comme, je ferai une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, c'est celle qui me vient à l'esprit comme ça, elle n'est pas très scientifique, je vous la livre comme tout à trac, si vous voulez, mais par exemple, le combat pour l'émancipation féminine, eh bien, il est nécessaire de le mener en tant que tel, même si par ailleurs, il ne suffit pas, et qu'il est nécessaire aussi de le lier au combat pour l'émancipation générale. Les deux fonctionnant ensemble, c'est pas Clara Zetkin, qui était une grande amie d'ailleurs de Rosa Luxembourg, qui dirait le contraire. Donc, bon, là aussi, il me semble qu'on ne peut pas tellement opposer ces choses. Alors, je fais, si vous voulez, un rapprochement avec l'intervention de l'intervenant qui est sur ma gauche,
Et donc je lui réponds effectivement que, si vous voulez, la première des choses ici, c'est que les bons patriotes, effectivement, ici, n'ont pas toujours été dans le mauvais camp, comme vous semblez le penser. J'ai cité Jaurès, que je sache, Jaurès, c'est le premier mort de la guerre de 14-18. Et tout en étant patriote, il l'a payé de sa vie. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les bons patriotes étaient tous de méchants impérialistes. Il y a des gens parmi eux qui aimaient leur pays, et c'était le cas de Jaurès, effectivement, il n'a cessé de le dire, qui a écrit une monumentale histoire de la Révolution française. Ça n'empêche pas que sur certains points, je pense qu'effectivement Jaurès avait des positions révisionnistes et réformistes. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde a... bon, on n'idolâtre personne, hein, plus au culte de la personnalité de qui que ce soit. Mais en même temps, eh bien, il avait des positions fort justes sur le combat contre cette guerre impérialiste qui s'annonçait. Et il y a d'ailleurs eu pas mal de gens qui étaient dans le camp des internationalistes purs et durs, qui ont craqué en 14-18 et qu'on a retrouvé en face. Ce qui était très curieux d'ailleurs à l'époque, c'est qu'il y avait deux courants dans le Parti socialiste à l'époque. Le courant jaurésien plutôt classé à droite, qui s'est plutôt bien tenu face à la guerre impérialiste, qui l'a combattu, et le courant de Jules Guesde, qui est plutôt classé sur la gauche de Jaurès, et qui s'est précipité dans le gouvernement d'Union sacrée. Comme quoi, ici, ce ne sont pas les étiquettes qui comptent. Ici, c'est précisément donc la capacité qu'on a, à un certain moment, de défendre le point de vue de classe, et de le défendre d'une façon conséquente, à la fois dans l'intérêt de son pays, et dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. Lorsque, par exemple, je prends le cas d'un combattant de l'armée rouge, qui était d'origine allemande, Kessler qui est passé, alors qu'il était jeune soldat allemand, il est passé dans l'armée rouge. Il a franchi les lignes, il s'est retrouvé de l'autre côté, et il a fait la guerre dans l'armée rouge, du côté de l'armée rouge contre la Wehrmacht, effectivement. Et à la fin, lorsque le combat était sur le point d'être gagné par les soviétiques, en quelque sorte, eh bien, les émigrés allemands antifascistes, vivant à l'Union soviétique, se sont réunis, et là, Kessler fait un discours dans lequel il dit: écoutez, camarades, maintenant il va falloir qu'on prenne nos responsabilités par rapport à la reconstruction de l'Allemagne, et ce n'est pas une petite question, ce n'est pas une tartine de beurre, dit-il, il y va de l'avenir de l'Allemagne. Et on voit que cet homme, alors même qu'il combattait dans l'armée rouge contre l'armée nazie, parce qu'il voyait dans les nazis des ennemis de l'Allemagne, en définitive, des gens qui allaient détruire et casser l'Allemagne, qui allaient la discréditer pendant des dizaines, pendant peut-être un siècle et plus, qu'il fallait les combattre. Mais c'était aussi en tant que patriote. Donc moi, il me semble qu'on doit tenir les deux bouts de la chaîne, sans aucun complexe en la matière. Et puis bon, d'une manière générale, je crois que dans une ville où on a encore en mémoire peut-être le nom de Virgile Barrel ou de Max Varel, hein, on ne peut pas dire quand même que les bons patriotes ont fait défaut. Les bons patriotes se sont bien battus. Ils se sont bien battus à la fois pour leur pays et pour la liberté de tous les peuples. Donc de ce côté-là, voilà. Alors sur la question posée par Madame, qui est évidemment beaucoup plus épineuse et qui nécessiterait en fait un débat en tant que tel, bon là il faudrait que je le temps de développer, c'est effectivement donc une question dont on ne peut pas, disons, appréhender le contenu technique ici. Si je me lançais là-dedans, il me faudrait 2 ou 3 heures, et puis en plus je ne suis pas sûr d'être très compétent sur le plan notamment des détails économiques, par exemple. Mais sur le plan des principes, si vous voulez, personnellement, je suis pour une rupture carrée avec l'Union européenne. Bon, certains pensent qu'il faut négocier, certains pensent qu'on peut réformer l'Union européenne à l'intérieur, je les respecte parfaitement, mais je considère que, si vous voulez, les traités européens l'interdisent. Voilà, il n'y a pas de marge de manœuvre. Voilà, c'est tout. Bon, après, on peut toujours considérer qu'on va peut-être pouvoir faire autrement, mais la phrase que je vous ai citée tout à l'heure est totalitaire. Elle est totalitaire. Elle dit l'économie de l'Union européenne, je cite, hein, est une économie de marché ouverte sur le monde, donc là c'est libre-échange obligatoire, c'est l'OMC obligatoire, hein, où la concurrence est libre et non faussée, c'est-à-dire où les monopoles, entre guillemets, type SNCF, EDF, Sécurité sociale et ainsi de suite, sont interdits. Alors non seulement on ne pourra pas nationaliser grand-chose, mais on ne pourra pas non plus garder, et vous voyez bien ce qui est en train de se passer, le peu qu'on a encore réussi à garder depuis 1945. Bon, alors à partir de là, quand on ne peut rien faire dans une prison, on essaye d'en sortir. Je ne sais pas s'il est facile d'en sortir. Je ne vous dis pas qu'il est facile d'en sortir. Mais je dis que quand on est dans une prison, il faut quand même essayer d'en sortir, par tous les moyens possibles et imaginables, et qu'on est toujours mieux à l'extérieur de la prison que dedans. Maintenant, ça ne veut pas dire que je sois contre l'Europe des luttes, pour revenir sur le thème. Tout au contraire.
Mais imaginez qu'effectivement, donc un pays sur la gauche, hein, quitte l'Union européenne sur des bases de gauche, non pas le Brexit. On est pourri par le Brexit, parce que c'est la grande bourgeoisie anglaise, une partie tout au moins de la grande bourgeoisie anglaise, proche de Trump, en gros, qui fait le Brexit pour se rapprocher des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le tropisme du large, en quelque sorte, hein, moins vers la Manche que vers New York, en quelque sorte. Bon, et on voit bien que d'ailleurs, ils ne savent pas s'ils le veulent vraiment, s'ils ne le veulent pas. Si vous voulez, la question, là encore, c'est pas Frexit ou pas Frexit. C'est quel Frexit? Quel contenu de classe? Dans quelle direction? Pour faire quoi? Et donc, à partir de là, si c'est pour renationaliser et donner le pouvoir dans les entreprises au maximum aux travailleurs, si c'est pour étendre la démocratie populaire à tous les niveaux, si c'est pour remettre en place, si c'est pour, par exemple, en finir avec les pratiques racistes et xénophobes qu'on voit se développer à l'heure actuelle, et ainsi de suite, Frexit, donc antifasciste, internationaliste, comme on l'appelait encore, mettez-lui tous les adjectifs que vous voulez, mais les adjectifs sont nécessaires. Souvent, les adjectifs pour des marxistes comptent plus que les noms, parce que les noms, c'est des grandes attractions. Patriotisme, internationalisme, etc. Bon, quel contenu on met derrière, en quelque sorte. Alors à partir de là, si ça se passait, mais ça serait une onde de choc terrible dans toute l'Europe, mais là, oui, on l'allume, la révolution, y compris à l'international, si vous voulez, dans toute une série de pays, étant donné le poids de la France en Europe. De toute façon, si on sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Elle est KO le lendemain. Et donc, à partir de là, mais bon, moi, j'ai pas peur de... C'est peut-être un tort, vous allez me prendre pour un boutefeu, mais moi, j'ai pas peur de la révolution. Hein. Et donc, la révolution, elle ne se passe pas quand tout est tranquille et quand tout est pépère. Elle se passe quand il y a des situations de crise et que les mouvements ouvriers, populaires et compagnie y vont, retroussent les manches et foncent dans les brèches. Bon, bah écoutez, c'est peut-être un peu un discours raide, mais que voulez-vous? Mais c'est qu'on n'a pas le choix, c'est surtout qu'on n'a pas le choix. Regardez à quel rythme fondent les choses. Vous pouvez me dire, et je pense que vous auriez raison, qu'il y a des risques à sortir de l'Union européenne, et dire le contraire serait mentir. Mais il n'y a pas de risque à rester dans l'Union européenne. C'est la mort assurée. Regardez ce qui se passe tous les jours. Bientôt, il n'y aura plus de statut de la fonction publique. Bientôt, il n'y aura plus de sécurité sociale. Bientôt, il n'y aura plus de retraite par répartition. Bientôt, il n'y aura plus, un peu plus tardivement, mais ça viendra aussi, il n'y aura plus de langue française, et ainsi de suite. Bon, et un jour ou l'autre, effectivement, on sortira, on dira, ben, on a bien fait de rester dans l'Union européenne, on sera comme les types qui ont joué une partie de poker, et qui disent, ah ben tiens, je suis bien content, j'ai sauvé mon as, j'ai toujours mon as. Mais le type, il est à poil, et il est dans un tonneau, si vous voulez, parce qu'il a tout perdu. Donc il vaut peut-être mieux quand même... vous savez, quand nos camarades étaient... quand nos concitoyens, plutôt, à l'époque de Robespierre et compagnie, ont lancé cette grande affaire qui a été la Révolution française. S'ils s'étaient dit, mais où ça va nous mener, cette affaire-là? Est-ce que ça ne va pas ruiner le petit commerçant du coin? Ou est-ce que ça ne va pas... me mettre à mal dans ma situation personnelle, etc., etc. Mais il ne l'aurait pas faite. Il ne l'aurait pas faite. Les grandes choses, elles se font aussi parce qu'à un moment, on est confronté à une situation où on n'a pas le choix, où c'est la mort à petit feu et dans le déshonneur, où on tente quelque chose. Et moi, je pense qu'il faut tenter quelque chose. Mais cela dit, bon, évidemment, après, si on avait le temps, je vous dirais les méthodes qu'on peut utiliser pour ça. Là, je crois que ça serait faire... On changerait de sujet, quoi. Une question au philosophe, s'il vous plaît. Est-ce que la crise fait partie de la méthode dialectique? Oui. Voilà, je suis très jaloux là, je garde la parole. Je vous laisse les méthodes. Non, moi je suis content qu'on me réhabilite à la Marseillaise et qu'on nous rappelle que c'est un chant révolutionnaire. Il ne faut quand même pas oublier que il a fallu 2 révolutions, 1830 et 1848, pour qu'elle soit à nouveau autorisée en France. Et sur toutes les barricades, et Dieu sait qu'il y en a eu entre 1814 et 1848, sur toutes les barricades, on chantait la Marseillaise. Plus tard, lorsque les patriotes, c'est comme ça qu'ils étaient fichés, polonais ou hongrois, qui luttaient contre l'impérialisme autrichien ou l'impérialisme russe, ben, c'était aussi en chantant l'international. Et pour terminer, juste une petite anecdote qui est citée par un correspondant de guerre américain qui s'appelle Bernard Frank, dans son livre sur la première guerre d'Indochine. Il décrit la première grande bataille rangée mettant en prise des régiments entiers entre l'armée Viet Minh et le corps expéditionnaire français à Hua Bin, pardon. Eh bien, il nous décrit, voilà, les Viet Minh qui montent à l'assaut en chantant la Marseillaise.
Alors, à titre de précision, en face, la Légion étrangère montait aussi en chantant Horst Wessel Lied, parce qu'il y avait quand même beaucoup de, comment dirais-je, d'anciens combattants recyclés dans la Légion étrangère. Hein. Alors voilà, hein, je pense que c'était un beau combat, et que la Marseillaise, elle a une, comment dirais-je, une force révolutionnaire, hein, qu'il ne faut pas nier, même si Pétain, par exemple, a voulu nous la confisquer pendant la collaboration. Deux personnes là. Moi, je n'ai posé qu'une question. Je vous en prie, pour que tout le monde puisse vous entendre. Merci. C'est simplement une question que je pose aux philosophes. Est-ce que la crisis fait partie de la méthode dialectique que vous aviez développée au départ? Alors, parce que vous venez de parler de révolution, c'est pour ça que je dis ça. Oui, d'accord. Est-ce que vous auriez la gentillesse pour le public d'expliquer ce que vous entendez par crisis? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ce que vous voulez dire par là. En fait, la crisis, en fait, c'est un peu le côté disruptif, comme on dit aujourd'hui, d'une méthode qui se veut finalement dialectique, mais qui sort finalement de la méthode. C'est de mon point de vue. Si je peux répondre rapidement, peut-être comme ça. Oui, bien sûr, parce que si vous... Ah, je parle trop près. Je parle trop près. Non, c'est bon. Bon, alors donc effectivement, ce que vous appelez la crisis, donc en fait, en gros, l'événementiel, la contingence, le fait que dans l'histoire, effectivement, tout n'est pas écrit comme le dit ou le croit une certaine interprétation de Hegel, par exemple. Oui, bien sûr, le marxisme là-dessus doit retenir les leçons à la fois de Lénine ou de Gramsci. Hein, bon, on se souvient du fameux article écrit par Gramsci, c'est un des premiers articles du journal L'Ordino Nuovo, pardon, si je ne prononce pas l'italien, dans lequel le titre était La révolution contre le capital, parce que la Deuxième Internationale avait interprété le capital de Marx d'une façon extrêmement linéaire. Le capitalisme se développe, le prolétariat devient majoritaire petit à petit, et le jour où le prolétariat a 50% des voix plus une, il gagne les élections, et on passe au socialisme, en gros. Bon, évidemment, ça ne s'est jamais passé comme ça nulle part. Les révolutions se font toujours dans des conditions très particulières, avec des fermentations souvent imprévisibles. L'histoire avance par le mauvais côté, bien souvent, dit-on, hein, en définitive. Marx le disait lui-même, en parlant de la vieille taupe qui sape les galeries, en quelque sorte, hein, du capitalisme. Mais il y a quand même des choses prévisibles. Si vous voulez, le marxisme ne vous dit jamais que ça va se passer comme ci ou comme ça. Jamais Marx n'a dit une sottise pareille. Je le mets quiconque au défi de trouver des choses de ce genre chez Marx. Mais en revanche, si vous voulez, ce qu'il explique très clairement, si vous voulez, c'est dans le Capital, c'est que le capital ne produit la richesse qu'en épuisant la terre et le travailleur. La terre et le travailleur. Quand on dit que Marx ne s'intéressait pas aux questions écologiques, c'est une belle ânerie, soit dit en passant. Et donc, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout cas, on est certain que si on laisse encore pendant un siècle l'humanité aux mains du capitalisme, elle n'ira pas loin. De ça, on en est sûr. Comment on va en sortir? C'est un peu plus compliqué. Il n'y aura plus de terre. Voilà. Alors, ma question est double. Premièrement, si je comprends bien ce que tu veux dire, et j'ai enfin compris pourquoi tu me dis toujours qu'il faut sortir de l'Europe par la porte de gauche, c'est parce que tu penses qu'il n'y a que la révolution qui nous amène à la sortie de l'Europe. Moi j'aimerais bien, mais je ne vois pas le peuple tellement prêt à faire cette révolution. Même si les gilets jaunes, eux, n'ayant rien à perdre, sont prêts, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas prêts. C'est un peu désespérant pour moi d'imaginer qu'il faut attendre la révolution. Ma deuxième question, c'est, tu ne crois donc pas à la sortie de l'Europe par les urnes, c'est-à-dire en employant un Frexit patriotique. Je dis bien patriotique, hein, c'est-à-dire qu'il faut lire avec la proposition du Frexit ce qui écrit et le programme du mouvement du Frexit. Voilà. Je ne fais pas de propagande, je pose une question. Parce que s'il faut attendre la révolution, je serai morte avant, je crains.
Je suis sensible à votre évocation de monsieur Adolphe Thiers. La gare de Nice est intitulée par la SNCF Nice-Ville. Elle est intitulée par la municipalité Gare Thiers. Oui, oui. Et quand vous prenez le tramway pour aller prendre le train, eh bien, à l'arrêt, on vous assène le nom de Thiers 3 fois. On se garde bien de dire son prénom. Je me demande bien pourquoi on persiste à mettre ce monsieur, aux mains pleines de sang, en avant. Il a déjà un grand boulevard pour lui tout seul. Je voudrais signaler à cette noble assemblée que dans ma bonne ville de Rouen, dont je suis originaire, eh bien, on a supprimé la plus belle avenue qui s'appelait Thiers, en face de l'hôtel de ville, on l'a appelé le Canuet. Enfin, il y a un peu plein de sang, moins de sang ce côté-là. Mais au moins, qu'on ait laissé son boulevard à M. Thiers, soit, mais tout de même, si on pouvait prévaloir la gare de SNCF, tout simplement la gare. La SNCF, elle va peut-être disparaître, elle est peut-être déjà disparue, mais la gare, ça suffit. Nice-Ville, c'est bien. Pourquoi Thiers? C'est dans le sujet, je pense. Tout à fait. Oui. Bonsoir. Alors ma question c'est, ne pensez-vous pas que ce que vous appelez donc l'extrême droite, donc notamment avec Matteo Salvini, est allé beaucoup plus loin dans l'insoumission à l'Union européenne que ce qui conviendrait sans doute d'appeler l'extrême gauche, et je pense notamment à M. Tsipras. Je fais notamment référence au cas des Eurobonds, dont Salvini avait menacé de sortir une monnaie fiscale pour faire un bras de fer contre l'Union européenne. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de courage de la gauche sur ces questions en général? Merci. Alors, est-ce que je réponds? Oui. Parce que je vois que les amis sont en grande discussion. Oui, alors, donc, pour répondre d'abord à mes amis Geneviève, non, je ne dis pas qu'il faut attendre la Révolution pour faire le Frexit. Je pense que les deux doivent être compris dans une seule et même dynamique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il me semble que si un Frexit véritablement progressiste était porté justement par les forces de gauche, c'est la question que je pose effectivement, c'est la question de la responsabilité des véritables forces de gauche que je pose ici, à ce moment-là, cela poserait de façon assez rapide la question de savoir si on rompt ou pas avec la domination capitaliste dans ce pays. Et que donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi en tant que militant communiste, l'émancipation nationale serait la rampe de lancement, si vous voulez, en quelque sorte, de l'émancipation sociale. Et pourquoi est-ce que, véritablement, vous, patriotes en quelque sorte, hein, peut-être qu'ils ne voyaient pas les choses comme moi, qui n'avaient pas forcément en tête l'idée du socialisme, de la sortie du capitalisme, pourquoi est-ce que vous devez quand même y réfléchir? Et c'est parce que tout simplement, quand vous avez la totalité du MEDEF, quand vous avez la totalité du CAC 40, qui sont totalement accrochés à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN, à l'Union transatlantique, qui portent ça, pour qui c'est au cœur de leur stratégie de place. Le démontage de la France en tant que nation, en tant qu'État-nation, étant un moyen pour eux de détruire tous les acquis sociaux, puisqu'ils ont été acquis et conquis dans ce cadre-là, notamment en 1945, quand le Parti communiste français faisait presque 30% des voix dans ce pays. Et donc en liquidant un, il liquide l'autre. Donc à partir de là, la question est une question de classe. C'est-à-dire que si l'on sort de l'Union européenne, on va s'affronter aux intérêts capitalistes majeurs. L'affrontement de classe sera immense. Encore plus dur, peut-être, si vous voulez, qu'il ne l'est en Amérique latine, parce que l'enjeu d'une sortie de la France de l'Union européenne, et peut-être à travers elle, du capitalisme, étant donné le poids de la France du point de vue économique et du point de vue politique mondialement, c'est un enjeu tel que le capital mondial ne va pas le laisser filer comme ça. Donc il y aura une question qui se posera. Et alors là, la différence sera énorme entre les prolétaires, disons-le au sens large du mot, hein, prolétaires, tous ceux qui vendent leur force de travail et qui créent de la plus-value pour le capitaliste, quel que soit leur métier, manuel ou non manuel, et les capitalistes. Certains capitalistes qui peuvent être
patriotes, si vous voulez, seront-ils capables d'aller jusqu'au bout de leur patriotisme et de dire à un moment que, bon, ben, il faut sortir aussi du capitalisme? La question, en tout cas, sera pour eux difficile à répondre. Je ne dis pas que parmi eux, il n'y aura pas des individus qui seraient capables d'aller jusque-là. Hein, ça peut se produire naturellement. Mais la classe elle-même, dans son ensemble, certainement pas. Tandis qu'au contraire, les prolétaires n'auront pas à faire ce choix. Pour les prolétaires, en défendant leur pays, ils défendent aussi leur classe. Et donc, du même coup, si vous voulez, l'intérêt de l'indépendance nationale et l'intérêt du socialisme sont étroitement liés. Mais je ne vois pas, je ne dis pas faisons d'abord la révolution et après on fera le Frexit. Je dis bon, faisons tout ce que nous pouvons. Si on va vers la révolution, je prends. Si on va vers le Frexit, je prends aussi. Et si on peut combiner les deux, c'est encore mieux. En quelque sorte, là aussi, faisons œuvre de dialectique. Donc, bon, pour ce qui est d'une sortie par les urnes, bon, ça voudrait dire quoi? À partir d'un référendum ou quelque chose comme ça? Pourquoi pas? Moi, je dis que tout est bon, en quelque sorte. Oui. Non, mais on me pose la question, donc j'essaie de répondre. Voilà. On me pose la question, j'essaie de répondre. Effectivement, personnellement, je suis pour tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, amener à ce Frexit, y compris si quelque chose comme un référendum pouvait amener, au moins en quelque sorte, à poser la question, alors avec derrière, effectivement, un mouvement populaire suffisamment fort pour taper du poing sur la table et dire « ça y est, on sort hein ». Si vous voulez, moi je m'interroge moins sur 2005 que sur le fait de ce qu'on n'en a pas fait grand-chose. Voilà, c'est ça aussi, qu'on n'a pas fait grand-chose en 2005. Bon, et le fait est aussi qu'on doit partir effectivement de tout ce qui peut être bon d'un point de vue électoral comme d'un point de vue non électoral, en quelque sorte. Hein. Tout doit être utilisé, et pourvu qu'effectivement ça puisse entraîner derrière soi de larges masses populaires et faire en sorte que notre peuple, et notamment le monde du travail qui est le cœur du peuple français comme du peuple italien ou autre, devienne en quelque sorte le maître du pays. Si vous voulez, au fond, je souhaite que soit menée jusqu'au bout cette phrase des jours heureux, qui était le programme du Conseil national de la résistance, qui dit que l'objectif des jours heureux, c'est, je cite, de mettre le monde du travail au centre de la vie nationale. Mais si vous allez jusqu'au bout, le monde du travail au centre de la vie nationale, ça s'appelle le socialisme. Hein, c'est la direction du pays par la classe ouvrière. Ou par, si vous ne voulez pas l'appeler la classe ouvrière, appelons-la autrement, c'est pas une question de nom. Hollande. Hein. Oui. Pardon? Hollande. Non, pas vraiment. Je dirais, ça c'est pas ma tasse de thé, effectivement. Alors ensuite, en ce qui concerne la droite et la gauche, effectivement, bon, on est devant des paradoxes considérables. C'est sûr que si les forces de gauche les plus révolutionnaires, les plus anticapitalistes reculent devant cette idée du Frexit sans arrêt, parce que bon, ça fait pas internationaliste. Alors, en réalité, ça fait trop patriotique, ça fait, autrement dit, pour une question d'image, et non pas pour une question de contenu. Si au lieu de se poser en termes de contenu, elles se posent en termes d'image, elles sont perdantes d'emblée. Donc du coup, elles ont une politique frileuse sur ce sujet. Moi, je suis né dans le coin, à Monaco exactement, mais j'ai fait toute ma carrière, et je ne suis pas, j'étais un immigré à Monaco, puisque je n'étais pas monégasque, mais donc j'ai fait toute ma carrière de professeur, par choix idéologique, par choix politique, dans le bassin minier de Lens, dans un des lycées les plus populaires du bassin minier de Lens. C'est un choix de classe. Bon. Eh bien, je peux vous dire, si vous voulez, les travailleurs, les ouvriers du Nord-Pas-de-Calais, ils n'en seraient pas à voter ce qu'ils votent à l'heure actuelle, hélas, y compris avec Lens, qui peut parfaitement passer au Front National à la prochaine élection municipale, si les forces de gauche avaient été claires s'étaient battues jusqu'au bout sur le produire en France, qu'on a laissé tomber complètement à un certain moment. Toutes les usines foutaient le camp et on ne disait rien. Et deuxièmement, sur cette question de l'Europe. Cette question de l'Europe. Donc, je ne dis pas pour autant, attention, que tout ça a été facile, parce qu'il y avait une énorme pression idéologique sur les forces de gauche, y compris sur les communistes. C'est clair. Hein. Il y a un anti-soviétisme, un anti-communisme de tous les instants, à l'école, dans les médias, etc. Donc, bon, on peut concevoir que, disons, ces gens étaient mis sur la défensive, quelque part. Mais, bon, le fait qu'elles aient laissé tomber ça, vous savez, bon, moi, à une certaine époque, je vous dis les choses sans vendre quelques boutiques que ce soit. Simplement, c'est ma trajectoire personnelle. Si vous voulez, jusque dans les années 2004, j'étais un des militants et un des dirigeants de la fédération du PCF du parti communiste français.
Et jusqu'à ces périodes-là, on se battait clairement sur cette idée de l'indépendance nationale et du non catégorique à l'Union européenne. Et on défendait aussi, non pas le produire français, qui est un slogan qui potentiellement est peut-être interprété de façon xénophobe. Produire en France, c'est différent parce que ça veut dire bien clairement en France, avec tous ceux qui y sont, y compris bien sûr les ouvriers étrangers. Et on tenait. Le FN ne perçait pas. Le FN ne perçait pas dans le Pas-de-Calais. Et puis petit à petit, la pression a été de plus en plus forte du côté de la social-démocratie. Puis il y a des mairies, il y a des choses comme ça, etc. Il faut faire attention. On est passé sur petit à petit le slogan de l'Europe sociale. Et là, ça a été un raz-de-marée. Et je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais bon, aujourd'hui, si vous voulez, dans les années 2004 encore, quand les lepénistes se pointaient à l'entrée de la Française de Mécanique, qui est la plus grosse usine du Pas-de-Calais, 3000 ouvriers qui font les moteurs de Peugeot et de Renault, ils se faisaient virer. Et bien maintenant, elle se fait photographier avec les ouvriers autour d'elle. Et moi, c'est en tant qu'antifasciste aussi que je vous appelle ici à être clair, net et précis sur la question du patriotisme. Parce que si vous n'êtes pas clair, net et précis sur la question du patriotisme, ça sera un boulevard pour ces gens-là. Et ce n'est pas simplement notre liberté à nous, progressistes, qui sera mise en cause, parce qu'on ira vite au trou avec des gens comme ça, mais ça sera aussi le déshonneur pour le pays. Que le pays qui a donné 1789-1793 la commune, le Front populaire, et j'en passe, enfin voilà, débouche sur une expérience pareille, ça serait tragique mondialement. Mondialement, ça voudrait dire une régression, mais à l'échelle internationale. Donc c'est aussi en tant qu'internationaliste qu'il faut être très attentif à tout ça. Et alors donc par rapport à Salvini, puisque je ne veux pas me dérober à cette question, alors bon, je réponds un peu en tâtonnant, je ne suis pas spécialiste de la politique italienne et des questions que vous avez soulevées très précisément, si vous voulez, mais je dirais que c'est encore plus tragique si on considère qu'effectivement des gens comme ça, des xénophobes, des gens qui ne cachent pas leur sympathie pour Mussolini et d'autres, effectivement, en arrivent à incarner l'indépendance italienne. On peut s'interroger quand même sur, effectivement, le rôle des forces de gauche en Italie. Hein. Voilà. C'est quand même ça qui est dramatique. Et en France aussi, bien entendu. Et en France aussi, mais en Italie, c'est encore pire, puisque là-bas, il y a eu, effectivement, autoliquidation quasiment sans reste de cette grande force patriotique qui était le Parti communiste italien, affirmé largement dans la résistance, dans la résistance antifasciste et dans la résistance anti-nazie. Bon, donc effectivement, raison de plus pour ne pas leur laisser le terrain, y aller très fortement. Et si vous voulez, vous pouvez y aller très facilement, sans aucun contenu nationaliste. Il faut être absolument clair. Le préalable, c'est ça que je dirais à l'aile, entre guillemets, internationaliste de la salle, hein, en quelque sorte, qui peut-être fait un peu plus pencher les choses du côté de l'internationalisme. Le préalable, évidemment, c'est la clarté absolue sur, par exemple, la régularisation des sans-papiers. C'est la clarté absolue sur la... comment dire... c'est ce que veut le MEDEF, non? Le MEDEF aussi est d'accord avec vous. Non, le MEDEF, il a des intérêts de classe qui sont de faire en sorte que les travailleurs de ce pays soient mis en face devant le moins-disant social le plus accablant. Mais d'une façon très précise, je dis quand même que nous, en tant que classe des travailleurs, classe des prolétaires, effectivement, nous avons aussi un intérêt très direct à ne pas nous laisser diviser selon la classe, selon l'origine ethnique, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais bon, je ne trouve pas d'autres comme ça, géographique, religieuse ou autre. Et que, bon, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ça reste d'abord vrai en France. Si on n'est même pas capable de faire prolétaires de tous les pays, prolétaires de tout le pays, unissons-nous, ici, comment est-ce qu'on va pouvoir faire prolétaires de tous les pays, unissons-nous, à l'échelle internationale? Donc, il ne faut pas déborder ni d'un côté ni de l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre, ni d'un côté en disant je suis internationaliste, donc je suis pour l'Europe sociale, donc je suis pour le droit d'ingérence, etc., à l'échelle internationale, et là je me fais le complice en réalité des impérialistes, ni à l'inverse, disons, tomber dans les pièges d'une espèce de xénophobie, dont je comprends quand même qu'elle n'a pas... Je suis persuadé que dans ce que vous dites, vous n'avez aucun relent de xénophobie, c'est pas la question, mais qui est si facile aujourd'hui à utiliser comme on le voit, quoi, avec cette espèce de convergence macrono-lepéniste sur ce thème-là de, bon, les haro sur l'immigration, quoi. Haro sur
les processus impérialistes qui conduisent à l'immigration. Ça, oui. Je ne suis pas sans frontiériste, je ne suis pas no border, personnellement. Je ne suis pas dans cette conception des choses. Mais les travailleurs immigrés, c'est autre chose que les processus d'immigration. Eux, ce sont des victimes de ces processus. Et donc, ils doivent être absolument défendus. Je parlais tout à l'heure des FTP-MOI. Les FTP-MOI, monsieur, si vous voulez, l'intervenante tout à l'heure l'a dit avec force, effectivement, souvent, ils n'avaient même pas de papier. Hein. Je ne sais pas si Léon Landini avait la carte d'identité française à 16 ans. Ah oui, puisqu'il est né en France et que nous avions le droit du sol. Et de ce côté-là, vive effectivement donc, la Révolution française et Jean-Jacques Rousseau. Hein. Voilà. Mais la plupart d'entre eux n'étaient même pas français. Certains d'entre eux avaient même été dénaturalisés par les gouvernements des années 30. Olchékovski, qui avait combattu dans l'armée française en 14-18, hein, qui était un militant ouvrier, qui à l'époque, effectivement, avait quitté l'armée allemande, puisque les Polonais combattaient dans l'armée allemande. Ils étaient allemands de nationalité, tout au moins dans cette partie, la Silésie. Il avait déserté, il était venu combattre du côté français. On lui avait donné la nationalité française en 1918. Quand en 1932, avec ses camarades, ils ont commencé à occuper les mines, puisque je viens du pays des mines, ils ont occupé donc les mines parce que les travailleurs polonais étaient chassés par le gouvernement français à l'époque. Et bien là, ils l'ont dénaturalisé, la déchéance de nationalité a fonctionné à fond, et les travailleurs polonais ont été réexpédiés à coups de pied aux fesses à Varsovie, où ils crevaient de faim. Donc en définitive. Mais évidemment que ces gens-là sont... Est-ce que quelqu'un va dire que ce type-là n'était pas français ? Y compris quand il n'avait pas de papier, lorsqu'il a été dénaturalisé et qu'il a continué, tant bien que mal, avant d'être pris, avant d'être expédié en Pologne, à continuer son combat social. Lui qui avait suivi les traces de Dombrowski et même de Rosa Luxembourg. Juste un instant, pardon-moi. Papa était né en France, il avait le droit du sol, mais son grand frère de 12 ans, qui est né en Italie, n'avait pas la nationalité française. Il s'est battu, il a été torturé, etc., etc. À la fin de la guerre, quand il a réclamé la nationalité française, il a fallu faire tout un pendant pour qu'il l'obtienne. C'était non de la part de l'État, malgré ses combats. Donc, la dernière intervention, parce que vous savez que nous sommes limités dans le temps. Voilà. Elle sera très courte. En tant que prolétaire, parce que j'ai été proche, très proche, pendant pratiquement toute ma carrière, des agriculteurs, en tant que technicien agricole, mais aussi en tant qu'exploitant. J'étais par mes parents qui ont eu un vécu pendant la guerre, qui ont souffert de l'Allemagne. J'ai été pendant très longtemps une européenne convaincue. Et aujourd'hui, je suis capable de tourner ma veste, surtout quand j'entends quelqu'un comme vous, parce qu'aujourd'hui, si nos paysans crèvent, c'est parce qu'ils ont été nourris par l'Europe. Ils ont été nourris jusqu'à ce qu'on les étouffe, et aujourd'hui, ils en crèvent. Eh bien, évidemment, l'internationalisme prolétarien et le patriotisme populaire, c'est les ouvriers et les paysans. C'est pas que les ouvriers, hein, c'est aussi les paysans, bien sûr. Il faut scier le marteau, qui est très menacé, comme je le disais tout à l'heure en Europe. Mais effectivement, si vous voulez, d'une certaine façon, moi, quand je combats l'Union européenne telle qu'elle est, et Angela Merkel et compagnie, c'est aussi parce que j'aime l'Allemagne. C'est aussi parce que j'aime la langue allemande, c'est aussi parce que j'aime ce pays qui a donné les plus grands philosophes de la modernité, les plus grands musiciens, etc. etc. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de contradiction. Si vous aimez votre peuple, et si vous voulez seulement une chose très simple, c'est qu'il soit souverain et qu'il dirige dans son propre pays et non pas les intérêts financiers, bah, du même coup, il n'y a aucune contradiction à ce que les pays voisins fassent de même, et qu'ensuite on échange à égalité. Si on est tous libres, on est tous d'un coup égaux. Donc on va terminer là. J'ai juste une petite information. Personnelle, vous avez vu que l'Europe a pris des mesures où nazisme, communiste, c'est la même chose. C'est eux qui ont créé la guerre. On a eu un événement à Menton cette semaine qui est grave. Il y a une sculpture d'une vierge avec des fœtus. Un mouvement de femmes a protesté et la responsable de l'exposition
Elle a dit c'est la censure nazie communiste. Alors je crois que chacun de nous, on doit vraiment éviter cet amalgame, parce que là, c'est de mettre tout le monde dans le même sac, et c'est dramatique pour vraiment réagir à tout ce que nous a dit notre ami Georges. Bon, donc nous avons terminé notre conférence. Donc je vous rappelle que le jeudi 17 octobre, il y a les luttes de Courbet. Ce ne sera pas l'origine de la vie, le tableau, mais sur son rôle révolutionnaire, par Michel Rebelin, qui est diplômé du musée du Louvre. Ensuite, on vous l'a dit, Méditerranée, une mer morte, c'est plus lié à la pollution de la mer Méditerranée, par André Jourdan, universitaire. Et le 21 novembre, un poète en politique, les combats de Victor Hugo, par Henri Pénin-Ruiz. La suite, vous le recevrez par mail. Et soyez attentifs sur l'initiative qui en réalité découle ce soir. C'est l'initiative d'Ernest Pignon-Ernest, qui est en train de décorer la station de tram juste à côté, qui a accepté de faire l'initiative avec nous, certainement nous expliquer son projet. Vous savez, c'est la déesse Victoire avec le chenapan Garibaldi. C'est cette image-là. Une proposition à Ernest Pignon-Ernest, c'est que, puisque je n'ai pas répondu à Monsieur Surtière, qu'il nous fasse le portrait de Louise Michel sur la gare SNCF de Lille, de Nice. Donc je vous remercie. Vous savez que